de ce qu'on avait pu imaginer. On voit que vraiment les départs de la ville pour la campagne, en tout cas, c'est un véritable mouvement, pas forcément nouveau, on y reviendra. L'objectif, c'est de voir quelles sont les dynamiques à l'œuvre. Est-ce que finalement ce Covid qui nous a tous saisis là d'un coup est à l'origine de ces départs? C'était des années, je ne sais pas, 70, puis 80, 90, un phénomène de fond qui s'est complètement amplifié. Qu'est-ce qui se passe? Comment on peut bien réussir son installation dans un village, dans les campagnes? Comment on fait le lien avec les habitants? Quels sont les besoins des territoires, finalement? Comment est-ce qu'on peut y répondre? Et puis, qui nous accompagner dans cette transition? Comment on peut trouver, je ne sais pas, la bonne adresse, le bon lieu, et comment on fait pour trouver un territoire capable de nous accueillir? Quelles sont ses spécificités? Comment on le reconnaît? Où est-ce qu'on peut trouver, je ne sais pas, un guide des bons territoires? Est-ce que ça existe? Et puis, on va faire justement un focus particulier sur la Normandie, puisque les organisateurs en font partie, en tout cas l'un des deux, puisque cette séquence est organisée par deux entités, la Fondation Good Planet, ville, basée en ville, et puis la COP des territoires pour un projet Passerelle Normandie. Donc, on mettra un focus aussi sur ce qui se passe particulièrement en Normandie autour de l'accueil de nouveaux habitants en milieu rural. Alors, maintenant que j'ai un petit peu parlé pendant que tout le monde s'installait, je ne sais pas si c'est avec un café ou avec un thé ou une tisane à cette heure-là, pour ces 2 heures qu'on va passer ensemble. Je vais passer la parole aux deux organisateurs, ou plutôt aux deux organisatrices, parce que beaucoup de femmes ce soir qui vont échanger, peut-être la nouvelle modernité, je ne sais pas. Mais avant de vous les présenter, je vais d'abord laisser la parole aux organisatrices pour vous accueillir. Sarah Barraco, responsable de la programmation à la Fondation Good Planet, et puis Aline Massy, coordinatrice du projet Passerelle Normandie et membre de la coopérative des territoires, pour cette très belle initiative qui nous rassemble si nombreux ce soir pour ce 18h-20h. Bonjour Sarah, à la tous, parole est à vous. j'espère que vous m'entendez correctement et que tout le Très monde bien. va bien. Moi, effectivement, je suis Sarah Barraco de la fondation Good Planet. Donc, la fondation, c'est un lieu qui se trouve à Paris, dans le bois de Boulogne, qui a été créé en mai 2017 par le photographe Yann Arthus Bertrand et qui est un lieu ouvert à tous et gratuit dédié à l'écologie et la solidarité. Et notre ambition avec ce lieu, c'est que les gens puissent venir chez nous pour s'inspirer, s'informer et puis leur donner envie d'agir en parlant d'écologie, en parlant de solidarité, en évoquant d'autres modes de vie. Et donc, à défaut de pouvoir organiser un événement avec Passerelle Normandie à la Fondation, ce qui était initialement prévu le 5 décembre, on a décidé de décliner ces rencontres avec plusieurs événements en ligne. Celui-ci étant le premier, mais il y en aura d'autres en novembre et en décembre. On vous indiquera le calendrier. Donc, moi, je suis dans cette co-organisation, un peu la caution urbaine. Et ce que j'ai pu observer en tant que Parisienne, et notamment avec les visiteurs qui viennent à la Fondation, qui ont pour beaucoup quand même une appétence pour les sujets liés à l'écologie, c'est qu'il y a une envie croissante de vivre à la campagne, alors avec tout ce que ça peut recouvrir, mais que les gens s'interrogent avec cette idée d'un retour à la terre, aussi même dans le métier que l'on pourrait exercer, d'être quelque chose dans un exercice professionnel plus en phase avec quelque chose de manuel, de retour à la nature. Et cette envie que j'ai observée chez nos visiteurs, je la contacte ce soir. Je suis très heureuse qu'on soit si nombreux. Pour la Fondation, c'est aussi notre première conférence sur Zoom, donc je remercie Passerelle Normandie d'avoir œuvré pour qu'on digitalise cet événement et qu'on travaille ensemble et qu'on unisse nos expertises sur ces sujets. Voilà. Merci beaucoup, Sarah. Aline, un bon complément pour le côté campagne avec la Normandie? Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien aussi. Super. Alors, en parallèle, j'admets les gens, donc ça ne cesse de monter. Donc, je vais faire un double, double rôle donc, pour présenter Passerelle Normandie. Donc, Passerelle Normandie, c'est un projet qui est issu de l'appel à projet du réseau rural normand. On a de nombreux partenaires sur ce projet. Il vise à accompagner les personnes dans leur projet de transition personnelle ou professionnelle vers les campagnes en Normandie. Donc, on a 3 thématiques, donc la santé, les tiers-lieux et l'agriculture et l'alimentation. Donc, c'est pour ça que nombreux de nos intervenants représentent ces thématiques ce soir. Et ça s'organise en cycle de rencontres.
Donc, il y a déjà eu des rencontres à Caen et à Rouen sur les thématiques agriculture et tiers-lieux pour les personnes qui souhaiteraient, par exemple, lancer un projet agricole, partir à la campagne ou comprendre comment les tiers-lieux peuvent être ressources sur les territoires. On devait accueillir des sessions d'accueil dans l'Orne, mais avec le confinement, ça a été reporté. Donc, on s'est dit comment on peut maintenir une dynamique. C'est des questions que se posent de plus en plus de nombreuses personnes dans les villes. Et donc, on a échangé avec la Fondation Good Planet pour faire ce cycle d'événements. Donc, on va rester sur quelque chose de très macro aujourd'hui pour présenter un peu cette notion de ruralité, ces thématiques en Normandie, mais il y aura d'autres conférences en ligne, notamment dès la semaine prochaine, bon, sur Instagram, un direct, un témoignage de Thérèse qui est dans une ferme mutualisée en bio samedi 28 novembre, et la semaine d'après, une conférence agriculture avec des porteurs et des accompagnateurs pour répondre de manière concrète aux personnes qui voudraient partir à la campagne et lancer un projet agricole. Et on répétera ça sur les tiers-lieux et la santé. Donc, on est vraiment sur un projet où les personnes sont au stade d'idée et c'est pour leur montrer que c'est possible, que d'autres l'ont fait et qu'il y a des structures qui accompagnent ces projets-là en Normandie. Donc, voilà un peu l'idée globale de Passerelle Normandie et j'espère que ça répondra à vos attentes. Vous pouvez un peu suivre tout ce cycle sur le Facebook de la Fondation Good Planet ou de Passerelle Normandie. Et on a également un mail auquel vous pouvez nous écrire. Voilà, très bonne Merci beaucoup, conférence. Aline, c'était parfait. Le clic en même temps pour accueillir au fur et à mesure les participants et puis l'intervention d'introduction, c'est ce qu'on ne fait pas quand on est en direct, en présentiel, mais là, sur Zoom, il faut tout faire à la fois. Merci beaucoup. Alors, c'est parti. Je vais vous présenter nos invités pour cette soirée qui vont répondre à une partie de vos questions, sans doute, mais pas toutes. Hein. C'est 1h30 qui nous reste en gros de temps de débat. C'est peu finalement au regard du nombre de sujets qu'on pourrait aborder pour l'installation en campagne. Alors, Aline Massy vient de le rappeler, on va surtout aborder 3 thèmes, puisqu'on ne peut pas tout faire, la question agricole, la question des tiers-lieux et puis la question de la santé. Néanmoins, vous pourrez bien sûr poser des questions aussi plus largement sur des sujets d'installation, sur des réseaux, et on essaiera de vous répondre bien sûr pendant cette table ronde, mais aussi par le chat et vous redonner des nouveaux contacts aussi et suivre vos demandes dans un second temps, passer cette table ronde. Pour nos invités, parmi nous, Valérie Jousseau, qui est géographe, maître de conférence, j'allais dire géographe rural. Oui, oui, parce que c'est quand même un peu ça l'Université de Nantes et ils ne sont pas si nombreux à travailler sur ce thème de la ruralité. Qui va nous apporter un regard justement très macro et puis sur finalement est-ce que l'avenir c'est la ruralité. On dit toujours il y a 80% des gens qui habitent en ville. Bon, voilà, et 20% qui habitent encore dans les campagnes, ce qui n'est quand même pas super moderne. Est-ce qu'on va rester vers ça? Est-ce que finalement, c'est déjà plus que ça qui sont en milieu rural et comment ça se passe? Et est-ce que finalement, ce Covid renforce encore cette attractivité des campagnes ou non? Mais il y aura plein d'autres questions que je vais lui poser tout à l'heure. Julien Kiefer, qui est gérant de la coopérative d'activité et d'emploi Rhizome, installée dans le Perche, donc en Normandie, coopérative d'activité et d'emploi. Donc, c'est une structure d'accompagnement, il nous en parlera, un SaaS pour ceux qui veulent s'installer en campagne et qui ne veulent pas prendre trop de risques, par exemple rester salariés. Et puis, il connaît bien aussi la question des espèces tests agricoles. Qu'est-ce que c'est aussi comme outil au service d'une installation en milieu rural? Ophélie Desrolles, qui est la présidente d'un tiers-lieu pas très loin de Caen, qui s'appelle le WIP, qui fait beaucoup parler de lui d'ailleurs, mais vous êtes aussi administratrice de France Tiers-Lieux, donc vous avez aussi la vision nationale et régionale sur les tiers-lieux en ville et en milieu rural, même si celui dont vous occupez particulièrement est en périurbain, et puis voir effectivement qu'est-ce que c'est que ces tiers-lieux. Est-ce que ce sont vraiment presque des nouvelles places de village où on peut échanger, être en réseau et ne pas se sentir seul? Est-ce que ce sont seulement des espèces de coworking, de co-travail, ou est-ce que ça va bien au-delà et à quoi ça peut servir quand on veut arriver dans un nouveau territoire? Et Isabelle Roberge, qui est chef du service aménagement santé et territoires vulnérables à la région Normandie, et qui là pourra dire est-ce qu'on peut accueillir aujourd'hui des professions médicales, notamment en Normandie bien sûr, quels sont les outils pour ça, quelles sont les conditions pour réussir cette installation et faire en sorte que ce soit attractif pour des professionnels de santé.
Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop coupée. Parfois, on a des petites coupures de liaison. J'espère que ça n'a pas trop été le cas. Alors, pour démarrer, je vais laisser la parole quelques minutes à Valérie Joussaume pour qu'elle nous donne sa vision des campagnes. Finalement, est-ce que qu'on veuille partir n'importe où, c'est pareil. Finalement, une campagne en vaut une autre. Est-ce qu'il y a une vraie volonté, un accroissement des départs de campagnes dont on parle? Première question à Valérie Joussaume. Alors, bonsoir à tous. Alors, d'abord, une définition très générale de la campagne. Qu'est-ce que la campagne? Et puis après, comment évolue la population des campagnes? Alors, la campagne, c'est une des expériences humaines possibles. Ce sont des groupes sociaux dans un espace et dans un temps. La campagne, c'est d'abord un espace, c'est-à-dire un cadre physique, un cadre spatial, avec une expérience sensorielle particulière. On va dire que c'est une ambiance sensorielle. La définition la plus élémentaire d'un point de vue spatial de la campagne, c'est de dire que c'est un paysage, un cadre de vie qui est dominé par une nature domestiquée. Donc, il y a des humains, mais ils sont dans une nature qui est domestiquée. La campagne, en ce sens, elle se distingue de la nature sauvage, mais il n'y en a pas en France, mais très sauvage, et elle se distingue bien sûr de l'urbain dense. Donc, c'est d'abord une dimension spatiale. Ensuite, c'est une dimension sociale. Je dirais que c'est la dimension socio-spatiale. Les campagnes sont habitées par des catégories plutôt populaires, qui ont été, alors ça va faire un vocabulaire de sociologue, mais plutôt des populations dominées socialement en fait. Donc des classes populaires, des descendants des paysans, aujourd'hui des ouvriers, des industries, puisque les industries sont plutôt dans les petites villes rurales. Donc une dimension sociale qui va se traduire par exemple, donc on va être, alors il y a des éléments sociaux, donc comme ce sont des classes populaires, eh bien on va avoir peu de signes extérieurs de richesse, c'est le lieu un peu du bricolage, de forme d'autonomie un peu plus qu'en ville. Et puis, il y a des dimensions également, par exemple, l'espace public à la campagne, il est gratuit, je veux dire, il n'y a pas de stationnement payant, on peut traîner dans les rues du village, il n'y a rien à acheter, à vrai dire, puisqu'on va être sur du commerce de base. Donc ça, c'est plutôt une dimension socio-spatiale. Et puis enfin, il y a une troisième dimension à rajouter, c'est la question du temps. La campagne, c'est aussi une mémoire anthropologique très tenace parce que c'est la mémoire de la culture paysanne. C'est là où elle a duré le plus longtemps, jusque dans les années 60. C'est là où les paysans étaient très nombreux. Les cultures paysannes, c'est des cultures qui ont duré en France 6000 ans, vous voyez. Donc, c'est le reste d'une culture fondée sur une production agricole, paysanne, en autonomie, presque en autosubsistance. Il y avait un peu, bien sûr, de commerce, mais voilà. Et donc, on vivait en communauté avec un aspect très fort de la localité, puisque c'était l'ère de l'homme à pied. Et on vivait dans la réciprocité. On n'était pas dans des sociétés marchandes de la croissance. On n'était pas dans notre culture moderne. Donc, voilà un peu qu'est-ce que c'est que la campagne dans sa définition la plus élémentaire. Alors, la campagne, Sylvie dit ça fait 20%, il y a 80% des gens qui vivent, mais ça, c'est pas vrai. Statistiquement, grosso modo, on estime que la campagne, sans compter les petites villes, alors une petite ville pour moi, petite ville fonctionnelle, c'est là où il y a un hôpital, un hypermarché avec des grandes surfaces spécialisées, et là où il y a un lycée d'enseignement général qui va commencer à offrir quelques formations post-bac. Ça, c'est la petite ville. Tout ce qui est inférieur en termes de hiérarchie, on va dire, c'est la campagne. On est d'accord à peu près qu'il y a à peu près 35 à 40% de la population française qui vivent dans des communes qui sont plutôt rurales. Ça veut dire que si on ajoute les petites villes qui concernent à peu près 8-10%, on a pas mal de départements en France où en réalité la population rurale représente quasiment la moitié de la population des départements. Ça peut être des départements très peu denses comme la Lozère ou la Haute-Marne, mais ça peut être aussi des départements plus denses mais structurés autour de petites villes. Je pense par exemple à la Vendée ou les Côtes-d'Armor par exemple. Donc voilà. Et puis dernier élément de cadrage, on va dire, comment évolue cette population? Alors, en fait, si on fait abstraction des découpages de l'INSEE, je pourrais en parler par ailleurs, mais
on voit que le moment où en France, on a été le plus concentré dans l'espace, c'est le recensement de 1968. En 1968, c'est là où nous sommes le plus concentrés. À partir de ce moment-là, c'est la démocratisation de la voiture, donc de la mobilité individuelle. À partir de ce moment-là, on va commencer à voir un desserrement. Ce desserrement se fait à partir des endroits les plus denses. Donc, on peut dire qu'entre 68 et 90, on est plutôt sur quelque chose qu'on va appeler la périurbanisation. Et donc, certains, on va analyser ça en disant, bon, bah, finalement, c'est une sorte d'étalement urbain, donc c'est plutôt un phénomène de l'urbanité, en fait. Mais depuis 1990, on voit que en fait, cette détente, elle n'a pas de limite. Et en réalité, on a véritablement, pour moi, au moins depuis 1990, clairement un autre phénomène. On n'est plus dans le processus d'urbanisation caractéristique de l'ère de la modernité qui avait commencé avec la révolution industrielle. On est dans un nouveau processus. Donc aujourd'hui, toute la moitié sud et toute la moitié ouest de la France attirent. Et la région qui perd des habitants et où les campagnes peuvent être encore en dévitalisation complète, c'est vraiment le quart nord-est de la France. Mais ça, c'est intéressant parce que vous vous rendez compte que le quart nord-est, c'est le quart qui était le plus précocement moderne, c'est-à-dire le plus précocement industrialisé. Donc, on voit bien qu'il y a un mouvement, si ce n'est anti-moderne, en tout cas, dans les mouvements de population actuels, il y a quelque chose anti-moderne, c'est beaucoup dire, mais en tout cas alter-moderne, ça c'est sûr. Donc on est sur un nouveau phénomène qui est amplifié par le Covid, mais qui n'est pas initié du tout par le Covid. Merci beaucoup Valérie pour ce premier cadrage. Je reviendrai vers vous tout à l'heure une fois qu'on aura entendu nos intervenants et peut-être eu des questions aussi ou des réactions des participants. N'hésitez pas pour les participants qui sont dans la salle à poser des questions, bien sûr, mais aussi si vous voulez nous mettre dans quel domaine vous voulez vous installer ou dans quelle région ou dans quel département sur le chat, n'hésitez pas, ça nous donne aussi pour les intervenants un panorama de qui vous êtes, d'où vous voulez vous installer, dans quel domaine. Et puisqu'on ne vous voit pas, on ne vous entend pas pour l'instant, effectivement, parce qu'on est trop nombreux pour faire ça, ce serait inaudible. Mais n'hésitez pas sur le chat à le mettre, puisqu'on voit très, très bien ce que vous écrivez, par contre. Alors Sylvie, si je peux me permettre je peux aussi expliquer comment, pour moi, ce mouvement nouveau s'inscrit dans une transition vers une nouvelle ère, en fait. Oui, si ça vous intéresse, on en parlera tout à l'heure. Oui, mais alors, comme vous voulez, Valérie. Soit on en parle maintenant, mais je pense qu'on peut attendre un petit peu, d'écouter un peu ce qui se Vous passe. parlerez de la transition, en quoi les campagnes font partie de la transition et sont des éléments moteurs de la transition. Oui, est-ce que finalement, ce n'est pas là que c'est un nouveau laboratoire, mais on le dit depuis déjà quelques années, mais est-ce que c'est là qu'on peut faire société autrement? Et c'est ce qu'on verra à partir des témoignages qu'on va entendre. Alors, je vais passer la parole à le seul homme, alors il est très intimidé forcément, de cette table ronde, Julien Kiefer de la coopérative d'activité et d'emploi Rhizome, mais il nous a dit que finalement, il était quand même heureux parmi nous toutes, et puis finalement, peut-être que l'avenir, c'est à la ruralité et aux femmes, on ne sait pas. En tout cas, Julien est parmi nous et il travaille pour cette coopérative, une espèce de SAS pour ceux qui veulent se lancer en agriculture, peut-être plutôt sur des petites productions, il nous dira comment ça se passe. Déjà, une première question, qui vient dans cette coopérative dans les coopératives d'activité et d'emploi et avec un projet agricole? Qui vous recevez, Julien, à Rhizome? Bonsoir. Qui reçoit-on? Alors, Rhizome est une structure assez jeune. On est une coopérative d'activité d'emploi, une SCOP, qui a 4 ans d'existence et dont l'activité consiste à accueillir des gens qui ont un projet de création d'activité agricole ou para-agricole. On va entendre par là donc des activités de services de type élagage ou paysage. Et depuis 4 ans, donc, on accueille des gens qui veulent créer une activité sur l'ensemble de la Normandie. Alors, le plus souvent, mais ce n'est pas exclusivement des gens qui viennent de milieux urbains, mais c'est vrai qu'on accueille pas mal de gens qui ont quitté la ville pour se lancer, parce que c'est vraiment une grande aventure pour la plupart des gens qu'on accueille, se lancer dans une aventure qui
consiste à créer une activité économique qui va leur permettre de vivre, et du coup de complètement intégrer cette campagne avec une production qui va être une production agricole, souvent maraîchère. Hein, c'est le plus facile, hein, parce que pour produire des légumes, il suffit de quelques hectares et c'est plus facile d'acquérir quelques hectares plutôt que quelques dizaines. Donc, produire des légumes et s'inscrire ainsi dans un territoire qu'ils ont envie vraiment de faire vivre avec leur contribution. Du coup, on va leur permettre, pourquoi ils viennent nous voir? Ils viennent nous voir parce qu'on va leur offrir la possibilité d'une installation progressive, d'entreprendre cette transition pas à pas, avec un accompagnement sur leur projet d'entreprise. On va les aider à réfléchir, à s'appuyer sur leurs ressources, leurs atouts, leurs compétences, celles de leur vie d'avant, pour, dans cette nouvelle vie, s'appuyer vraiment sur ces ressources pour créer cette nouvelle activité. Et du coup, statutairement aussi, on leur offre un statut qui leur permet de glisser d'un statut de salarié à temps partiel, vers celui de leur nouvelle vie d'entrepreneur, puisque la plupart des gens qu'on accompagne aspirent à devenir entrepreneurs. Voilà, et c'est vrai que je confirme ce que disait Valérie Joussomme. C'est pas un phénomène nouveau, hein. La crise du Covid, le confinement a sans doute accéléré un processus de réflexion qui était engagé pour les gens qui sont arrivés ces derniers mois. Mais il y a un mouvement de fond depuis des années qui se traduit dans les chiffres par une augmentation de la part de ce qu'on appelle les hors cadres familiaux dans l'installation agricole en France. Et aujourd'hui, voilà, ça ne fait que s'amplifier voilà, les processus de transition sont en plus généralement un peu longs, hein. Il faut quitter son activité précédente, envisager un déménagement, se former, découvrir un territoire. Donc ça ne se fait pas en un claquement de doigts, ça prend du temps. Merci Julien, vous êtes plus d'une centaine, hein, ce soir à cette heure-là, en même temps, à nous dire de partout d'où vous êtes, donc c'est assez impressionnant. Il y a l'Ariège, le Var, la Vendée, de partout, et beaucoup dans le domaine agricole, Julien. Là, vous dites effectivement, nous, vous êtes basé dans le Perche, vous intervenez sur un rayon d'action quand même relativement limité, beaucoup de questions sur. Oui, et si on n'est pas dans ce coin-là, est-ce qu'il y a des coopératives d'activité et d'emploi partout, et notamment spécialisées en agriculture? Comment ça se passe? C'est toujours le problème, on n'a jamais la même structuration partout en France. Comment est-ce qu'on retrouve le réseau et comment est-ce qu'on fait si on n'est pas de votre secteur? Alors, la coopérative d'activité Rhizome, du coup, effectivement, elle est basée dans le Perche, mais on a un rayon d'action sur les 5 départements de la Normandie. Et aujourd'hui, on a près de 70 entrepreneurs qu'on accompagne dans leur activité. On a la moitié des gens qui sont sur des projets de maraîchage. Certains sont sur des activités de production animale, donc élevage, ovin, les moutons, bovins, on en a un. Sinon, des activités de boulange paysanne également. Voilà, une grande diversité d'activités. Et on appartient à un réseau national qui s'appelle le Réseau national des espaces tests agricoles, RENETA, RENETA, qui fédère 60 organisations à l'échelle nationale. Donc, à peu près partout, on peut trouver un espace test, un lieu pour se tester, une coopérative pour être hébergé juridiquement dans la création de son activité, et puis aussi un réseau d'acteurs qui est assez structuré, assez dense. On a la chance en France d'avoir, quand on compare à l'échelle européenne, d'avoir une vie associative assez dense et qui fait déjà ce travail d'accompagnement à la création d'activités agricoles depuis des années. Donc on citera bien sûr les ADAR, associations plutôt liées à la Confédération paysanne. Il y a aussi les CIVAM, les réseaux bio, les groupements d'agriculture biologique. Voilà, il y a beaucoup d'acteurs qui au niveau local sont capables de renseigner. Et après, un certain nombre qui, comme nous, proposent des formes de transition en douceur avec le test d'activité agricole.
Alors, le test d'activité agricole, c'est intéressant parce qu'on s'imagine un lieu où il y a plein de futurs agriculteurs qui viennent s'essayer pendant 1 an, 2 ans, 3 ans à faire du petit fruit, du maraîchage, et puis si ça marche, ils vont aller s'installer ailleurs. Mais ça peut être ça, mais c'est pas forcément ça. On peut avoir déjà son terrain et puis commencer à lancer son activité, se sentir un peu démuni, avoir besoin de conseils et rentrer dans cet espace test agricole depuis son propre terrain. C'est ça, parce qu'on va avoir besoin, une fois qu'on a acquis un outil de production de terre, bâtiment, on va avoir besoin d'un accompagnement. On va avoir un besoin de réfléchir à ce projet d'entreprise, à réfléchir à la stratégie commerciale, comment toucher son public. D'accord, je veux produire des légumes, mais à quel prix? Est-ce que je fais quels itinéraires techniques? Comment ensuite toucher son public? À qui vendre? Parce que certes, il y a de la place en théorie pour ces nouvelles productions en circuit court. Mais en pratique, il faut trouver sa clientèle. Et ça s'apparente à un véritable projet de création d'entreprise. Donc, on va les accompagner chez eux. On va les accompagner aussi chez des agriculteurs qui vont ouvrir leurs portes et accueillir sur leur parcelle, sur une partie de leur parcellaire, des jeunes ou des moins jeunes qui veulent démarrer un projet d'entreprise. Les collectivités aussi qui sont de plus en plus acteurs de l'installation, qui cherchent à valoriser une partie de leur foncier qu'elles ont en propre ou qu'elles acquièrent pour accueillir des nouveaux actifs, des nouveaux entrants en agriculture et qui vont leur proposer cette formule espace test de manière à leur permettre d'atterrir en douceur, encore une fois, de mesurer si c'est bien cette activité qu'ils veulent faire à long terme, si cette activité est viable, etc. Et du point de vue de la collectivité, bah, il y a plein d'intérêts à être un acteur volontariste de l'installation en agriculture. C'est évidemment répondre aux enjeux de l'approvisionnement local de la restauration collective, mais aussi faire en sorte que la campagne soit vivante, habitée, et que des gens s'installent pour venir à la fois y vivre et puis proposer des services. Alors, pendant que vous êtes là habitué à recevoir quand même des porteurs de projets, qu'ils soient déjà d'origine rurale ou qu'ils soient des citadins, quels conseils vous donneriez? C'est oui, quittez le travail, je ne sais pas, dans la finance que vous faites, venez sur un espace test et puis faites tout autre chose, ou plutôt éviter des stratégies de rupture. Quels conseils vous donneriez à des personnes qui veulent s'installer? Et il y en a plein, plein là qui nous écrivent depuis tout à l'heure. Euh, Qu'est-ce qu'on fait quand on veut arriver sur un territoire, pour vous, là, qui les suivez, qui les aidez, qui les accompagnez? Moi, je pense que la transition, c'est un modèle et pour les territoires et pour l'économie et de manière générale aussi pour les trajectoires humaines. Les trajectoires en rupture peuvent être vertueuses, mais elles sont risquées parce que s'il s'avère que finalement le territoire dans lequel on projetait voilà, plein de rêves très positifs se trouve pas si accueillant que ça arrive. Si finalement la greffe prend pas avec le voisinage, si finalement le modèle économique qui devrait nous permettre de vivre, on ne le trouve pas, ou alors finalement il se trouve qu'on n'a pas, on n'est pas fait pour ça, ou on est fait pour une partie de ce métier. Bref, pour toutes ces raisons, c'est intéressant de bien s'inscrire dans une forme de transition en douceur. Et ce que vous faites, déjà aujourd'hui, vous avez une activité, vous avez des ressources, vous avez un entourage, il faut s'appuyer dessus pour construire cette nouvelle aventure. Voilà, Donc, j'aurais sans tendance réseau, à... si on ne connaît personne, c'est quand même vraiment difficile. Une fois qu'on arrive sur place, l'important, c'est de pouvoir s'appuyer sur une structure, sur quelqu'un. Oui, après, du coup, donc là, c'est une autre question, c'est de savoir comment on procède. Évidemment, il faut trouver des appuis. Il faut trouver des appuis locaux. Les relations de voisinage, Valérie Jousson disait que la campagne, c'est un territoire habité. Effectivement, il y a c'est une autre manière d'habiter et de vivre. Et du coup, il faut prendre le temps de comprendre comment les gens habitent cette campagne. Évidemment, on va arriver avec des pratiques et des visions différentes. Mais c'est important de bien comprendre qui nous entoure pour pouvoir ensuite proposer quelque chose qui ne soit pas en décalage.
voilà, on a et on ressent dans les campagnes quand même, notamment la faveur de ce confinement et la fuite, ce qui peut s'apparenter à la fuite des urbains par moment, des fois des crispations locales parce que les pratiques sont pas tout à fait les mêmes et ça va être des choses comme effectivement la tenue vestimentaire, hein, des choses aussi bêtes que ça, la manière de parler, la manière de prendre son temps. De boire un café, de prendre le temps de boire un café, d'aller visiter les gens, d'aller se présenter. Voilà, enfin, il y a tout un tas de petites choses auxquelles il faut être vigilant. Il y a quelqu'un qui nous écrit, est-ce qu'il reste encore de la place sur des tests agricoles quand on n'a pas son propre terrain? Il y a encore de la place disponible ou tout est pris là? Non, il y a des places, bon, comme vous le disiez, les gens restent sur un espace test entre 1 et 3 années. Donc, il y a un roulement et il y a régulièrement du coup des places disponibles. Alors, en Normandie, on a 2 espaces tests permanents en maraîchage. Et après, il y a des opportunités qui se déclenchent à la faveur de l'envie d'un agriculteur d'accueillir, d'une collectivité. Donc, après, il y a une multitude d'opportunités. Ce qui est intéressant, c'est d'identifier un territoire et après de prospecter. Voilà, une fois qu'on a identifié le territoire, c'est possible, du coup, via le réseau national des espaces tests, de prendre connaissance des opportunités. Merci. On entend un arrière-son, quelqu'un qui n'a pas dû couper son micro. Je sais pas, je vois Aline qui essaye de voir d'où vient le problème en même temps. Merci beaucoup. En tout cas, Julien, je reviens vers vous tout à l'heure, évidemment, pour d'autres questions et la suite des échanges. Je vais passer la parole à Ophélie Desrolles, hein, pour le tiers-lieu. Je vois aussi qu'il y a beaucoup de projets autour des tiers-lieux, d'en savoir plus, etc. Donc, je rappelle, hein, vous êtes présidente d'un tiers-lieu qui s'appelle le WIP à Colombelles. C'est juste en périphérie de Caen, mais vous avez des responsabilités dans France Tiers-Lieux, vous en êtes administratrice. Alors, c'est quoi ces tiers-lieux? Parce que tiers-lieux, finalement, c'est un nom quand même curieux, où on trouve un peu de tout. On peut trouver à la fois, bien sûr, un espace de travail partagé, où on a des ordinateurs pour accueillir des gens de passage, mais aussi parfois des artisans, mais aussi un bar associatif, mais aussi des activités festives, donc un Fab Lab, donc avec de l'outillage pour faire des pièces à l'unité. Donc finalement, c'est quoi ces tiers-lieux? Quand on dit on va les recenser, on recense quoi finalement? Combien il y en a? Est-ce qu'il y en a aussi en milieu rural ou est-ce que la majeure partie sont finalement en milieu urbain et que c'est quand même un concept voilà, un peu où on se dit, moi, je fais partie d'un tiers-lieu, voilà, je suis un peu dans la classe intellectuelle, on va dire, ou est-ce qu'au contraire, beaucoup se montent en milieu rural? Est-ce que ce sont les mêmes? Combien sont-ils? Même en Normandie, par exemple, puisque vous êtes en Normandie, combien est-ce qu'on peut recenser de tiers-lieux? Est-ce qu'ils sont montés par des communautés d'habitants ou est-ce que ce sont à l'initiative des collectivités? Et qu'est-ce qui est le mieux? J'ai vu que parmi les participants, il y avait beaucoup d'élus aussi, hein. C'était une séquence qui était destinée effectivement aux partants, mais on voit que les élus sont volontaires pour accueillir aussi souvent et qu'ils se disent mais comment je peux aussi avoir ma propre stratégie pour accueillir des nouveaux habitants? Donc le tiers-lieu, est-ce que ce n'est pas une solution, un SaaS aussi, pour faire du réseau? Tout à l'heure, Julien disait l'important, c'est d'avoir des appuis, c'est d'avoir un réseau. Est-ce que ces tiers-lieux, ce n'est pas le bon lieu du réseau aussi quand on arrive sur un territoire? Est-ce que c'est un lieu ouvert sur les autres habitants ou c'est un lieu fermé où on est dans sa propre communauté, un peu dans une bulle? C'est ce que je vais demander à Ophélie Desrolles. La parole est à vous. Bonsoir à toutes et tous. Donc, ça fait beaucoup de questions d'un coup. Donc, si j'oublie une partie des questions, n'hésitez pas à me relancer. Peut-être en effet une tentative de définition de ce qu'est un tiers-lieu. Et forcément, ça va être ce que moi j'y projette, puisqu'en effet, c'est une notion qui est assez fourre-tout, avec des appréhensions différentes. Mais pour moi, la base de la base d'un tiers-lieu, c'est d'être ouvert à une multiplicité de publics et à une multiplicité d'usages. Donc, en effet, il s'agit d'essayer de fédérer un écosystème d'acteurs avec des gens qui arrivent, qui rentrent, qui repartent. Il n'y a pas cette fermeture qu'on peut parfois imaginer de personnes qui se ressemblent et qui donc s'assemblent et qui ne sont pas forcément ouverts aux autres. C'est pas ça pour moi un tiers-lieu, c'est justement cette capacité à être poreux par rapport à ce qu'est la société. Et donc de permettre à ces
usagers, à ses publics, à ses participants, d'avoir plusieurs types d'activités. C'est essentiellement le travail, généralement, hein, ça part souvent, d'un besoin de se retrouver, pour travailler ensemble, pour sortir de l'isolement. Mais ça peut en effet être, un commerce-épicerie, ça peut, s'associer avec, un bar, ça peut, être, un espace culturel comme une bibliothèque. Mais l'enjeu, c'est d'avoir, à mon sens, plusieurs types d'activités parce que ça va amener des publics différents. Ces publics différents vont être amenés à se croiser, à échanger et c'est par cette capacité à attirer de la diversité et à créer les conditions du dialogue, de la rencontre, que derrière, des nouveaux projets utiles pour le territoire, peuvent émerger et que souvent, c'est ces intelligences collectives-là qui font que les projets sont au plus proche des besoins du territoire et de sa capacité de résilience. Donc voilà, pour faire très, très simple, un tiers-lieu, à mon sens, c'est, un lieu, physique. On n'est pas tous d'accord sur ça, mais moi, je pense qu'il est important d'avoir, un lieu physique, qui peut être un bâtiment, qui peut être, des espaces, extérieurs également, qui permet d'accueillir plusieurs types d'activités, donc plusieurs types de publics, avec un système d'animation et de gestion qui permet à chacun de contribuer, de participer et donc de concevoir ensemble, des nouveaux projets, des nouvelles idées, de donner corps à ses envies. Après, en termes, de Nombre? nombre, Oui. ouais, de quantité, sur le territoire, national et régional, normand. Il y a un recensement qui est en cours, hein, encore par France Tiers-Lieux, mais lorsque le mot est vraiment devenu à la mode, en 2018, il y a un rapport, de la mission Coworking, qui, établissait le nombre de tiers-lieux autour de 1 800. Moi, je pense que, étant donné que tout le monde ne se qualifie pas de tiers-lieu, on est, aujourd'hui plus proche des 3 000 par exemple et la région Normandie, a été assez, précurseur, on va dire, parmi les régions, dans la capacité à essayer de fédérer et de constituer, un réseau des tiers-lieux Normandie. Et donc aujourd'hui, on est, donc la région, hein, la collectivité territoriale labellise un certain nombre de tiers-lieux pour justement les fédérer, leur permettre de coopérer entre eux et aujourd'hui, on est 36 et il y en a à peu près une cinquantaine, sur le territoire et en termes de proportion entre, ville et campagne, alors je ne vais pas réutiliser vos catégories, Madame Jousseaume, parce que je les maîtrise moins, mais par exemple, dans la mission coworking, il disait qu'à peu près 50% des tiers-lieux étaient dans les métropoles, dans les 22 métropoles françaises, et donc 50% hors de ces métropoles. En région Normandie, 45% des tiers-lieux labellisés sont dans les métropoles rouennaises, cannaises et havraises. Et le reste, donc, en zone périurbaine, en campagne. Il y a quand même des secteurs qui sont pas du tout couverts, mais sinon c'est assez bien, proportionné sur le territoire. Merci. Alors, je vais vous poser la question, est-ce que finalement, c'est des communautés d'habitants qui décident de la création de ces tiers-lieux ou est-ce que ce sont des collectivités? Je sais, il y a des élus parmi eux qui disent bah, on pourrait peut-être monter un tiers-lieu, ça ferait peut-être de l'attractivité. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment ça marche et lesquels fonctionnent le mieux? Et comment est-ce qu'on se dit, bah oui, je pense qu'effectivement, là, quelle proportion déjà est créée par une collectivité? Au début, il y avait même des espaces publics numériques. C'était quelque chose, des lieux très, très, très institutionnels. Aujourd'hui, les tiers-lieux, ça n'a plus grand-chose à voir avec ça. Donc, qu'est-ce que vous conseillez? Qu'est-ce que vous voyez sur le terrain? Alors il n'y a pas, 2 modèles similaires de tiers-lieux, donc c'est vrai que en fait, c'est au départ une énergie, et un volontarisme qui vient, à la fois de collectifs citoyens comme, d'élus, hein, qui, parce qu'ils vont avoir une opportunité foncière ou un bâtiment qui se libère ou parce que, ils ont envie de revitaliser, ou de redynamiser leur commune parce qu'ils voient aussi, le départ des services publics, la fermeture de leur commerce et que donc il y a un enjeu à permettre, la survie d'un certain nombre de ces villages qui donc vont s'intéresser à la notion de tiers-lieu. Ou alors ça va être des collectifs de citoyens qui, vont, avoir envie au départ, qui vont avoir des besoins un petit peu similaires. Par exemple, sortir de l'isolement, quand on est indépendant et que donc on veut se retrouver, ensemble pour travailler ou,
qui ont envie de créer à nouveau du lien social au travers d'une association culturelle et qui donc petit à petit vont agréger d'autres activités autour d'eux, que ce soit la collectivité comme ces porteurs de projets citoyens, parce que désormais, pour arriver à un modèle économique un petit peu stable, il est nécessaire d'agréger des briques différentes. Et donc, c'est pour ça que, si je vous donne notre exemple à nous au sein du WIP, donc en zone périurbaine, mais c'est vraiment là, on est à 10 minutes de la gare de Caen, hein, donc on est quand même très proche nous sommes dans la métropole de Caen. Bon, nous, dans notre activité, on avait au départ l'enjeu coworking, on avait l'enjeu programmation culturelle, ça c'était très important pour nous, l'enjeu de permettre à des personnes très éloignées de l'emploi de bénéficier de ces services et donc de retrouver confiance en eux en participant à des projets collectifs. Et puis est venu s'agréger de par l'organisation de notre espace, des activités événementielles, des activités autour de l'architecture et des activités autour des transitions écologiques. Donc voilà, c'est aussi pour moi le tiers-lieu, la capacité à faire des liens et à faire des passerelles, pour reprendre le passerelle Normandie, joli nom, à faire des passerelles entre des secteurs qui n'étaient pas forcément amenés à discuter ensemble, mais parce que les acteurs sont au même endroit, et ils vont faire projet ensemble. Après, vous dire lesquels fonctionnent le mieux, il n'y a pas de statistiques sur ça, hein. Je pense que le recensement qui est en cours va nous éclairer un petit peu. Ce qui est certain, c'est que les modèles économiques en métropole, les modèles économiques en petite ville et les modèles économiques à la campagne sont forcément différents. On sait qu'en secteur métropolitain, il y a une telle quantité d'usagers potentiels que plein de coworking peuvent fleurir les uns à côté des autres. Ils ne vont pas forcément se concurrencer. La brique bar-restaurant, elle va super bien fonctionner parce que voilà, la zone de chalandise est très importante. Ce n'est pas forcément ces modèles-là qui peuvent fonctionner. Par exemple, nous, sur la partie, alors on n'est pas dans le centre-ville de Caen, mais on n'en est pas très loin, mais par exemple, le bar, ça ne fonctionne pas le soir chez nous. Par contre, ça fonctionnerait beaucoup plus dans des petites villes rurales où il y a de toute façon tellement peu de choix que tout le monde se retrouverait potentiellement à cet endroit-là. Donc voilà, les modèles varient vraiment selon, y compris les modèles économiques, varient vraiment selon l'emplacement géographique et puis en effet selon le porteur du projet, si c'est un porteur de projet privé, citoyen, si c'est une collectivité qui va mettre à disposition son foncier ou alors dans notre cas, nous par exemple, on loue le bâtiment. Mais ce qui est essentiel et ce qu'il ne faut jamais oublier dans ces tiers-lieux, c'est les fonctions d'animation. Ça ne s'improvise pas. On ne peut pas se dire « Ah, de toute façon, les gens ils vont tous se retrouver au même endroit et ils vont discuter ». Oui, dans un premier temps, mais après, pour que ça perdure, comme vous le disiez tout à l'heure, Julien, sur le côté prendre son temps, voilà, c'est pareil. Arriver à faire en sorte que les gens dialoguent, il faut aller les chercher, il faut leur faire des propositions, il faut casser un petit peu les barrières, décloisonner. Et donc, ces fonctions d'animation, ces fonctions de mise en réseau, ce qu'on appelle le concierge dans le réseau des tiers-lieux, c'est absolument fondamental et c'est à ne jamais oublier. Merci beaucoup, Ophélie, pour tous ces éléments. Je vais laisser la parole je vais donner la parole à Valérie Joussaume sur ce sujet, parce que finalement, ce qui se reconstitue, ça a l'air d'un peu les places de village qu'on avait délaissées au profit des périphéries, avec l'installation du supermarché à l'extérieur de la ville, puis des lotissements, etc. Et là, finalement, ce qu'on voit se reconstituer, c'est un peu du besoin d'humain, du besoin de réseau. Et comment vous voyez ça, vous, en tant que géographe, finalement, il y a un retour à une forme de place de village, de besoin de solidarité, d'une autre façon de faire. Est-ce que c'est une généralité ou est-ce que ce qu'on est en train de se dire ce soir, finalement, de façon fort sympathique entre nous, ça reste un signal faible d'une façon de faire de la transition, d'aller vers un autre monde, vers un autre modèle, mais que finalement, la plupart, ils veulent,
dans les partants qu'on n'a peut-être pas ce soir, mais leur coin de jardin pour pouvoir effectivement prendre plus l'air et manger en terrasse et se dire, ben ouais, moi, j'ai un bout de jardin et j'ai les moyens de me l'offrir. Comment vous voyez ce qui se passe et les différents profils de personnes qui s'installent dans les territoires ruraux? Est-ce qu'ils sont tous à la recherche de ce réseau pour s'installer, de tiers-lieux et d'une autre façon de vivre le monde, de voir le monde et peut-être de tenter de sortir de l'ornière dans laquelle nous sommes depuis déjà un moment et ça ne s'arrange pas. Oui, la question qu'on peut se poser, c'est les gens qui choisissent la campagne, est-ce qu'ils vont à la campagne pour continuer une vie moderne, mais au vert? Est-ce qu'ils veulent être comme en vacances? C'est un peu ce qu'avait dit Jean Viard il y a 20 ans. Ou est-ce qu'ils veulent autre chose? Et si oui, quoi? Moi, pour ma part, je pense que ce désir le retour un peu de la campagne dans les débats, même parfois la question de l'idée qui émerge d'un droit au village, alors que dans les années 70, on parlait du droit à la ville. Je pense que ça peut être repositionné dans la transition, en fait, dans la mutation culturelle, même de civilisation qu'on est en train de vivre. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est en transition entre, moi, ce que j'appelle l'ère de la modernité. Donc, l'ère de la modernité, c'est l'ère thermo-industrielle, c'est l'ère matérialiste, c'est l'ère du capitalisme et c'est l'ère urbaine aussi, c'est le monde de la ville. Eh bien, on est en train de quitter ce modèle culturel, cette façon de voir le monde, où on voit le monde un peu comme une usine à produire, à consommer, une espèce de grande ville. On est en train de quitter ces idéaux-là pour aller vers une ère nouvelle que moi j'appelle l'ère de la noosphère, qui veut dire l'ère de la pensée humaine connectée, qui était un espèce de miroir de la notion de biosphère. Ce monde de cette ère de la noosphère, c'est notre futur, il n'est pas accessible. Il n'empêche qu'on voit bien qu'on est en transition. Et je le disais un petit peu tout à l'heure, cette transition, elle part depuis les marges, parce que le centre n'a pas du tout envie, le centre d'une civilisation n'a pas envie que ça change, d'accord? Donc, ça vient par les marges. Quel est le centre? Vous le connaissez, c'est le mental des hommes, des grandes villes du business, de l'Occident. Et ça, c'est vrai quasiment depuis la Renaissance. Donc, en fait, par les marges de ça, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui va être le sentimental ou l'imaginable, c'est plutôt le féminin, c'est plutôt donc les campagnes et c'est plutôt le monde non occidental. Et c'est là-dedans qu'on va trouver au fond les alternatives les plus radicales à notre culture. Donc cette transition, elle vient depuis les marges et cette transition, elle a aussi un effet, c'est qu'elle va remobiliser les mémoires d'autres cultures possibles. C'est-à-dire que pour inventer le futur, le passé, c'est le passé. Il ne va pas revenir. Ça, je n'ai pas de nostalgie, on n'est pas là-dedans. Mais pour inventer un futur inconnu, nous avons besoin de nous stabiliser sur nos bases. On se dit, on ne peut plus vivre comme ça. Donc, posons-nous, installons-nous sur nos bases et récupérons nos mémoires, récupérons les mémoires. Et donc, aujourd'hui, en fait, on a des phénomènes de résurgence des mémoires, de revalorisation de mémoires d'autres cultures. Quelles sont les autres cultures qui ont été absolument détruites par la modernité? C'est les cultures des chasseurs-cueilleurs, vivre dans la nature sauvage, ils nous apprennent plein de choses, et les cultures paysannes. Donc, on a une résurgence des cultures paysannes. Et donc, c'est moi, personnellement, le retour à la campagne et le regain d'intérêt pour la question agricole, pour ma part, je la mets là-dedans. Alors maintenant, Einstein avait dit, on ne peut pas régler les problèmes avec le même niveau de conscience que ce qui les a créés. Donc, nous sommes au bout de notre modèle de civilisation, de cette modernité qui était dans la mobilité, etc. Et donc, il faut qu'on change de niveau de conscience. Qu'est-ce que c'est qu'un changement de niveau de conscience? C'est simplement un changement de niveau d'amour, en fait. Ça peut paraître, comment dire, sentimental, mais puisque je vous ai dit que le sentimental était porteur d'avenir. Donc, c'est un plus haut niveau d'amour, c'est un plus haut niveau de respect, d'intégration de l'autre. Parce que la modernité, c'est vraiment un déni de l'altérité, un sentiment de supériorité de notre culture et de déni de toutes les autres. Donc, il faut arrêter ça.
Donc, c'est une plus grande intégration, un plus grand respect. Et donc, moi, ce soir, j'aimerais bien vous poser, je pense qu'il y a quelque chose de très important à discerner dans ce retour à la campagne, c'est qu'il faut discerner très clairement ce qui relève de la distinction sociale de ce qui relève de la transition culturelle. Qu'est-ce que la distinction sociale? C'est de faire quelque chose. En fait, les classes sociales supérieures ont toujours le souci de se distinguer des classes populaires par leur nouveau goût et leur nouvelle façon d'être. Et qu'au fond, peut-être, c'est une question que je pose parce que je l'observe parfois, est-ce que parfois le retour à la campagne n'est pas une forme de distinction sociale, de classe urbaine, voilà, aisée, cultivée, qui, pour se distinguer des masses populaires qui dorénavant s'en vont en vacances au soleil, ou, voilà, eh bien, ils vont choisir un nouveau mode de vie. Et là, moi, je dis parfois, il y a des retours à la campagne, je dis, il y a des gens qui jouent aux paysans, comme Marie-Antoinette jouait à la bergère au fond du hameau du parc de Versailles. Ça, c'est de la distinction sociale. Et ça, je veux dire, à jamais, ces gens resteront dans leur bulle, parce que leur but n'est pas la transition sociétale. La transition sociétale, ça va être autre chose, et ce n'est pas évident. Ça veut dire que quand on retourne à la campagne, il faut, dans ce cas-là, intégrer les ruraux qui sont là, et intégrer l'histoire des ruraux. Et les ruraux, pour moi, il y a deux âges passés et un nouvel âge de la ruralité. Et donc, il y a tout ça à intégrer. Il va falloir aller, c'est pas évident. Julien l'a dit tout à l'heure, la rencontre, elle n'est pas forcément évidente. Pourquoi? D'abord, il y a le premier âge de la ruralité, c'est les ruraux paysans. On va dire ce qu'il reste de la paysannerie. Il n'en reste pas beaucoup, voilà, mais il va rester des éléments de localité, de réciprocité, de communauté. Il reste des éléments de cette ruralité paysanne. Pour l'essentiel, elle a disparu avec la modernité dans les années 70-80. Ensuite, il y a les ruralités modernes. Dans les ruralités modernes, il y a deux types de personnes. Il va y avoir, on va dire, les gens du coin qui se sont modernisés, qui sont devenus des ouvriers d'usine, des agriculteurs productivistes et tout ça. Et puis, une autre version de la ruralité moderne, on va dire les périurbains, qui sont venus à la campagne, mais pour des raisons d'espace ou de coût, mais pas pour vivre d'une façon très rurale. Donc, il y a ces ruraux-là. Et puis, là, on rentre dans le troisième âge de la ruralité. Moi, j'appelle ça les ruralités bohèmes. Le mot bohème, c'est le mot utilisé pour parler des transitionneurs, hein, pour la culture qui émerge. Et donc, le plus dur, c'est d'intégrer vraiment les ruraux qui se sont modernisés. Parce qu'on dit souvent, les campagnes ont été urbanisées. C'est un mot qui est très, très mal choisi. En fait, là, les ruraux n'ont pas été urbanisés, ils ont été acculturés par la modernité. Eux qui étaient dans localité, communauté, réciprocité, sont rentrés dans une culture où c'est individualité, mobilité et marchandisation. D'accord ? Pour moi, la question du village, faire village, hein, c'est le retour de la localité dans une société de la mobilité. Mais donc ces ruraux, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ils ont été acculturés. Et la douleur de l'acculturé, c'est qu'il a appris à être honteux de sa propre culture. On veut dire que la paysannerie française a vécu la même chose que les Indiens d'Amérique dans un autre genre. Mais c'est la même chose, c'est un principe. Voilà. Et on dit toujours que l'adhésion à un groupe est d'autant plus forte qu'ont été durs ou coûteux les compromis, si ce n'est les compromissions pour en faire partie. Et je voudrais vous rappeler que les agriculteurs actuels, pour faire partie de la modernité, pour ne pas rester des ploucs tels qu'on voulait bien les décrire, eh bien, pour intégrer cette modernité, ils ont renié la culture de leur père et mère, ils ont dit à leurs enfants qu'il fallait partir et eux-mêmes ont hypothéqué leur vie sur des emprunts intenables. Ce sont des gens qui sont en une grande partie du monde agricole est en grande souffrance. Mais vous comprenez bien que cette souffrance, elle ne peut... moi, je dis toujours que la véritable transition globale, elle se fera lorsque le monde des agriculteurs acceptera la transition. Et pour cela, il faut reconnaître cette blessure, il faut peut-être même la réparer. Donc, je dirais que
moi, le conseil que je donnerais à des gens qui vont habiter à la campagne, c'est d'avoir conscience de cela et eux, avoir un plus haut niveau de conscience pour être dans un plus haut niveau de respect, un plus haut niveau d'amour, parce qu'à mon avis, c'est la seule façon de pouvoir justement faire un ferment de ces 3 âges de la ruralité pour inventer véritablement la ruralité de demain. Merci Valérie, vous êtes inarrêtable, mais d'éviter Excuse-moi, justement excuse-moi. d'éviter les conflits et de rester et d'avoir de l'humilité, d'arriver avec humilité pour éviter les conflits, parce que finalement, on n'arrive pas dans un monde vierge, mais dans un Voilà, c'est ça. territoire qui a souffert par son passé. Surtout, il ne s'agit pas de venir faire la leçon, par exemple, agricole à des agriculteurs. Vous comprenez, ils ont déjà eu la leçon agricole il y a 50 ans ou 40 ans pour devenir des productivistes, et ce serait bien cruel et bien immoral que l'histoire se finisse par une nouvelle leçon agricole qui leur soit donnée pour redevenir paysans. Vous comprenez? Même si c'est ça le sens de l'histoire, je pense qu'il est important de comprendre en fait et de respecter cette histoire et de la traiter avec beaucoup de délicatesse, beaucoup d'humilité, beaucoup d'amour. Les commentaires s'afficher sur le chat, et effectivement, l'humilité est de mise, et on n'arrive pas dans un territoire qui n'a pas d'histoire et qui n'a pas d'habitants, et où on va conquérir des nouveaux espaces en disant, voilà, on est plus intelligent que ceux qui nous ont précédés ici. On va changer de sujet, quoique, mais pour un nouveau type d'installation dans un autre domaine qui fait complètement l'actualité aujourd'hui, qui est le domaine médical. Alors, on a même failli avoir parmi nous Monsieur Lefranc, qui est le vice-président de la région en charge de la santé, mais on comprend qu'il est médecin, donc en ce moment c'est très très compliqué, mais on a la chance d'avoir parmi nous Isabelle Roberge, qui est chef du service aménagement santé et territoires vulnérables à la région Normandie, pour voir comment ça se passe et est-ce qu'il y a des possibilités aujourd'hui d'installer des médecins généralistes, des dentistes, des kinés, je sais pas, des infirmières dans les territoires ruraux et en Normandie. Et est-ce que c'est pas encore pour un médecin généraliste faire 80 heures par semaine avec sa petite mallette, et comment on fait pour trouver encore des médecins dans les territoires ruraux qui sont prêts à ça? Comment on fait si les médecins qui veulent arriver ne sont pas prêts à jouer ce challenge? On sait que beaucoup maintenant de médecins sont des femmes et qui peuvent avoir une vie à côté, qui ont envie de ça, et des hommes aussi, bien sûr, et pas de travailler 80 heures par semaine avec sa petite mallette, même si ça peut avoir son charme sur les films de cinéma. Donc, comment on fait? Est-ce qu'il y a aujourd'hui des outils qui sont mis en place? Est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a des services? La région Normandie est un peu précurseur parce qu'elle a mis en place un site internet qui s'appelle MedInstall. On va vous mettre aussi des références, et c'est vraiment innovant parce que ça rassemble plein de services. Je vais laisser Isabelle Roberge en dire quelques mots. Mais justement, comment est-ce qu'on fait pour accueillir aujourd'hui des professionnels de santé dans des territoires ruraux qui souvent en ont bien besoin pour faire vivre et rester des familles, que ce soit des jeunes, des enfants ou des plus anciens. Quels sont les besoins et comment on fait et où on va? Isabelle, la parole est à vous. Bonsoir à tous. Donc, déjà, je voudrais aussi faire une petite parenthèse. Là, on parle d'accès à la santé difficile en milieu rural, etc. Mais moi, je travaille sur mon service regroupe les territoires vulnérables. Donc, dedans, j'ai les quartiers politiques de la ville, j'ai les centres-villes, j'ai les territoires ruraux, etc. Et la problématique de l'accès aux soins et à la santé plus globalement n'est pas qu'un sujet rural. On a des déserts médicaux dans les centres-villes, dans les quartiers. Voilà. Donc, c'est bien plus global que ça. Et j'ai envie de dire, finalement, ce n'est pas forcément pire en milieu rural qu'ailleurs, même si aujourd'hui, tout le monde suit l'actualité et voit qu'on a une problématique, surtout sur le sujet des médecins généralistes. Et en fait, justement, pour évoquer le sujet du médecin de campagne isolé, seul dans son cabinet, aujourd'hui, voilà, on est passé, et ça, je relais un petit peu le discours aussi des professionnels de santé et de l'URML avec qui on travaille, l'Union régionale des médecins libéraux avec qui on travaille beaucoup. On est passé d'une médecine du 19e siècle, justement, ce médecin de campagne avec sa 4L et sa mallette, au 21e siècle directement avec des jeunes qui sortent de la fac de médecine et eux, leur grande crainte, parce qu'on a organisé des ateliers, d'ailleurs Aline
étaient là, à ligne de passerelle, où leur grande crainte, c'est l'isolement. Mais ce n'est pas forcément l'isolement en milieu rural, ça peut être aussi l'isolement en ville. Et ça, c'est rédhibitoire. En revanche, la ville moyenne, le milieu rural, etc., ça, ce n'est pas forcément des freins à leur installation. Aujourd'hui, ce qui attire les médecins et professionnels de santé en général, c'est le travail en équipe. Aujourd'hui, le médecin qui va aller exercer en campagne, il ne va pas forcément exercer en campagne. Je prends souvent comme exemple des médecins, 3 jeunes femmes médecins d'ailleurs, qui habitent à Rouen, qui ont exercé dans le centre-ville de Rouen ou à Bois-Guillaume, etc., et qui sont regroupés au nord de la Seine-Maritime, là, dans le pays de Bresle. Et justement, ce qui intéresse ces jeunes femmes médecins, c'est de retrouver une médecine de famille, une médecine générale au sens noble, j'ai envie de dire, du terme, contrairement à ce qu'elles pouvaient vivre en centre-ville où on est plus dans de la consommation. Donc, c'est pour ça, en fait, que je pense que, bon, de toute façon, on ne va pas se cacher qu'aujourd'hui, l'accès aux soins, il est compliqué, mais il n'est pas forcément compliqué plus en ville, plus en campagne qu'en ville. Mais du coup, aujourd'hui, ce qui est recherché et ce qu'on développe en milieu rural, mais aussi en milieu urbain, c'est plutôt des structures qui permettent l'exercice regroupé, le travail en équipe. Et on a des exemples en Normandie de pôles de santé. Donc, ce qu'on appelle, c'est une spécialité normande, les PSLA, les pôles de santé libéraux ambulatoires. Donc, c'est des dynamiques de regroupement de professionnels de santé donc, qu'on a travaillé en partenariat avec l'ARS, les caisses d'assurance maladie, les professionnels de santé, etc., où en fait, dans ces lieux, on a des professionnels de santé qui, avant de créer le projet immobilier, ont créé un projet de santé et des vraies dynamiques, etc., justement pour créer avant tout un collectif pour permettre à des professionnels de santé, des jeunes médecins, de venir s'intégrer dans un collectif et pas justement de venir s'installer tout seul au milieu d'un village où du coup, ils se retrouveraient à aller faire 80 consultations par jour, ce qui n'est d'ailleurs bon pour personne, ni pour le médecin, ni pour la personne qui vient qui vient consulter. Donc bien, l'enjeu aujourd'hui de ces pôles de santé, c'est bien que les médecins travaillent avec les autres professionnels de santé dans des vraies dynamiques d'équipe. Et on voit de toute façon aujourd'hui, du fait de la raréfaction, j'ai envie de dire, des médecins, on est aussi de plus en plus dans la délégation de tâches. Ce qu'on appelle la délégation de tâches, c'est par exemple, on voit aujourd'hui le vaccin pour la grippe, c'est le pharmacien, ça peut être aussi les tests Covid, les infirmières, etc. Donc de plus en plus, on est sur des pratiques qui se font en groupe et de façon coordonnée. Et ce qui va faire évoluer aussi beaucoup et peut rassurer à la fois les professionnels de santé qui veulent s'installer, mais également d'autres habitants, c'est l'évolution liée à la télémédecine. La télémédecine, alors pas la télémédecine un peu, on va dire, consultation d'un médecin qui pourrait se trouver, je ne sais pas, dans le sud de la France ou dans un autre pays. C'est pas ça notre sujet. Et je pense que c'est pas ça non plus une médecine de qualité. Mais ce qu'on essaie aussi de faire en Normandie, c'est d'avoir une télémédecine de qualité et régionale. C'est-à-dire que, par exemple, là, on a un projet dans le Sud-Manche à Saint-Georges de Rouellé. Donc, une infirmière fait une téléconsultation en lien avec un médecin qui sera sur le pôle de santé, soit de Villedieu-les-Poêles, de Saint-James ou de Donfront. Derrière, il y a un médecin du local. Si la personne qui est consultée a une maladie, a besoin d'un rendez-vous rapide à l'hôpital, soit le médecin local peut consulter l'hôpital de Flers ou peut avoir un contact avec le CHU de Caen, etc. Donc, toutes ces démarches, on essaie de les faire concerter, régionales. Et en Normandie, pour le coup, je trouve qu'on a quand même pas mal de projets innovants parce que justement, depuis, on a un historique où en fait, on essaie de travailler tous ensemble, collectivités, ARS, les universités, l'assurance maladie, etc., pour monter des projets qui ont du sens et qui vont au-delà
voilà, du projet qui, a priori, est attrayant, mais s'il n'y a pas toute l'organisation et la structure derrière. Comme on a un autre projet, par exemple, c'est pareil, dans l'Est de l'Orne qui s'appelle le Midicobus, donc il y a l'initiative de l'URML et du Dr Gall là, qui exerce à Mortagne-au-Perche. Derrière, il y a toute une organisation de prise de rendez-vous en lien avec une cellule qui est à Caen, etc. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on est on essaie d'être sur de la qualité et autant en campagne qu'en ville, etc. Merci Isabelle pour les actions que vous nous avez rapidement décrites. Tous ceux qui veulent en savoir plus, les liens s'affichent. Il y a quelque chose qui me surprend quand même dans vos projets en vous écoutant tous les trois, c'est qu'à chaque fois finalement on fait rien tout seul. On est à peu près à l'opposé d'un monde de la concurrence, d'un monde où on est chacun pour soi et on se dit moi je vais réussir et puis voilà, je vais gagner contre l'autre, mais plutôt comment on est en lien, que ce soit dans le domaine médical, que ce soit dans les tiers-lieux, que ce soit dans les espaces tests, ce sens du collectif. Et on voit de plus en plus, et nous on est de plus en plus au magazine Village contactés par aussi des groupes qui veulent s'installer ensemble, qui veulent partir ensemble, et de moins en moins ou en tout cas de plus en plus de groupes et de moins en moins de façon individuelle, va les joie de toute cette mise en réseau et aussi cette volonté de ne pas partir seul. En fait, ce qui est très intéressant, c'est justement de voir que, en fait, je vais faire une métaphore. Lorsque nous étions des paysans, on vivait en communauté, c'est-à-dire on était comme un rocher. Ensuite, l'ère de la modernité, la culture moderne nous a individualisés, c'est-à-dire qu'on a débité les pavés. Et aujourd'hui, la grande question de notre société, c'est comment, à partir de ces pavés individualisés, on fait maison commune. C'est-à-dire on ne va pas retourner dans la vie de communauté du passé, mais comment aujourd'hui on crée du commun à partir de l'individualisation. Et donc, c'est ça un petit peu le cheminement qu'on voit aujourd'hui. Et il faut aussi voir que le contraire pour être libre, il faut être sécure. Et donc, l'individualisation du XXe siècle, elle s'est faite parce qu'on a pu s'extirper des communautés paysannes, il y avait des sécurités paysannes, mais avec la modernité, on a eu des sécurités d'État, c'est l'État-providence et tout ça. Et donc, on avait une sécurité sociale, économique. Aujourd'hui, il faut comprendre qu'on est dans des pertes de sécurité. Et quand on perd la sécurité, alors là, on va chercher le commun. Lorsqu'on est sécure, on peut se lancer tout seul. Lorsqu'on est insécure, on va chercher le commun. Et je pense qu'aujourd'hui, dans notre société de l'abondance, il y a un développement des insécurités qui est énorme. Et ça aussi, ça joue dans le sens d'un retour du commun. Alors, ces insécurités, elles sont sociales, précarisation sociale, etc. Mais c'est aussi des insécurités, par exemple, de survie. Est-ce que la nourriture que je mange est correcte? Est-ce que l'air que je respire est sain? Est-ce que, voilà. Et donc, il y a tout un tas d'insécurités qui se développent là depuis une vingtaine d'années au niveau social, au niveau écologique, à tous les niveaux. Et je pense aussi que ça participe. Mais ça ne s'arrange pas en plus. Donc, voilà. Donc, il y a un côté positif, faire commun en étant des individus. Voilà, c'est positif. Il y a un côté négatif, je pense, sous-jacent, c'est que le fondement de tout ça, c'est quand même le développement des insécurités. Je ne sais pas, je sais qu'Aline Massy, qui est de Passerelle Normandie, qui répond sans cesse, ainsi que Sarah, sur le chat, mais ce serait peut-être intéressant, Aline, de nous dire, vous êtes arrivée en Normandie, vous n'en étiez pas originaire, vous veniez d'une grande ville, et d'être arrivée dans l'Orne à un moment, travailler dans un espace de co-living, donc d'habitation en commun, où on partage des projets, un peu comme les tiers-lieux, mais où on vient sur un temps plus long, de nous dire voilà, ce qui vous a motivé, et est-ce que c'est ce sens du collectif, est-ce que c'est ce réseau, et comment ça s'est passé? Peut-être quelques mots, Aline, si vous êtes d'accord, on a un peu le chat. Oui, en fait, ce qui facilite pour moi une venue sur un territoire rural, dans mon cas, c'était d'arriver dans ce lieu, le Co-Living El Capitan, qui est un espace de vie partagé dans un petit village de l'Orne, et c'est de revenir, en fait, c'est un peu les petits pas, c'est de revenir une fois, deux fois, trois fois, voir, ce lieu, il est connecté au territoire, donc rencontrer les acteurs, voir les projets. Et c'est plus facile de se faire son bout de chemin quand on peut expérimenter un peu cette vie à la campagne
de pas faire une transition trop forte d'un coup. Et en tout cas, moi, c'est ce qui m'a aidé à quitter la ville pour m'investir ici. Et je pense que la technique d'expérimenter et de faire des petits pas, et d'être en collectif et qu'il y ait d'autres personnes qui l'ont fait. Là, on peut voir que dans le lieu, il y a une dizaine de personnes qui sont passées par ce lieu, qui se sont installées dans ce petit village des Tourailles qui fait 80 habitants. Donc, c'est vraiment un effet de collectif et un effet d'y aller progressivement. Oui, alors quand vous dites 10 personnes qui se sont installées, c'est en combien de temps, Aline? C'est en Oui, 2 le ans? lien, C'est en 2 ans, ouais. Et il y en a Donc, d'autres qui cherchent à s'installer de plus en plus. Je pense qu'après, il y a un effet domino quand certaines personnes voient que d'autres s'installent et les dynamiques collectives qui se créent par les rencontres ici. oui, c'est intéressant parce que vous dites, en même temps, on pourrait imaginer que c'est un peu une communauté, comme on en a connu dans d'autres temps, qui est venue ici au Tourail, dans ce village fermé, mais c'est tout le contraire, en fait. C'est plutôt une volonté de s'inscrire dans une dynamique locale, dans un territoire, en rencontrant, je crois que c'est parfois même 500 ou 1000 acteurs du coin pour justement y aller avec humilité, en voyant comment on y vit, quelle est l'histoire du lieu, quels sont les habitants, quelle est la structuration, avant d'engager une quelconque action, y compris celle que vous faites avec nous ce soir. Oui, c'est ça. Ça s'inscrit dans une démarche et une volonté d'avancer avec, de connaître ce qui se passe sur le territoire et de s'investir pour le territoire. Et il y a beaucoup de personnes ici qui arrivent et qui, la première étape, c'est en fait juste de se connaître avant d'entamer toute action, comme tu le dis, Sylvie. Merci, je regarde les questions en même temps qui me sont envoyées. Merci beaucoup pour ce témoignage, Aline, que je trouvais intéressant à ce stade et qui rejoignait aussi beaucoup ce que disait Valérie sur la nécessité d'être en réseau, d'être ouvert, d'avoir de l'humilité. Et je vous ai laissé quitter votre place du chat et de co-organisatrice de cet événement. Mais j'imagine que Valérie Joussoum, c'est un peu des personnes comme ce qui se passe à l'espace de Coliving, des Tourailles, des gens comme Aline, mais ils sont très, très nombreux aujourd'hui, des trentenaires souvent, que vous appelez un peu dans votre travail de recherche, les bohèmes prolétaires, je crois, c'est-à-dire ceux qui vont peu... c'est ça? Les porteurs de la transition de civilisation, moi je les appelle les beaux pros. C'est un petit jeu de mots par rapport aux bobos, si vous voulez, mais c'est pas moi qui ai inventé le mot, c'est un nom de Gary Snyder, qui est un des écrivains de la Beat Generation. Il a écrit ça dans les années 60. Il parle des bohémiens prolétaires. Les bohémiens, donc bohème, c'est le mot pour les transitionneurs, on va dire depuis 50 ans. Tous les gens qui sont altermodernes, qui ne sont pas complètement dans l'ère de la modernité, qui s'y opposent, qui résistent, qui essaient de trouver une autre voie, on les appelle les bohèmes. Mais les bobos, on va dire, ne sont pas les porteurs de la transition sociétale, parce que bourgeois, bohèmes, donc les classes dominantes n'ont pas véritablement intérêt. Bon, ils sont écologistes, on peut dire, mais ça va s'arrêter là. Pour vraiment qu'il y ait une transition, la transition sociétale vers un nouveau modèle de société, où il y a cette convergence des luttes à la fois écologistes, paysannes et moi j'appelle altermondialistes. Eh bien, cette convergence, les porteurs de cette convergence, les fédérateurs du mouvement bohème, aujourd'hui, c'est les beaux pros, c'est-à-dire ce sont des jeunes qui sont des classes moyennes populaires, qui sont éduqués et qui ont envie que ça change. Merci Valérie. Beaucoup de questions sur il y en a qui mettent je rêve d'un co-living senior, etc. Donc c'est très sympa. Et on en voit autour de nous, enfin à Village, on voit passer effectivement des initiatives de seniors qui cherchent à vivre dans un lieu accueillant, ouvert, pas du tout fermé entre eux, mais au contraire avec même de l'intergénérationnel en nombre. Et puis on a beaucoup de demandes autour de où est-ce qu'on peut trouver des ressources. Il y a toujours aussi le mythe je dis le mythe parce que ça fait 30 ans qu'on travaille sur le sujet, donc je me permets, même en tant qu'animatrice de cette soirée, de dire quelle est la liste des territoires qui peuvent nous accueillir. C'est un peu un puits sans fond parce que déjà les politiques changent, parce que les stratégies changent. Donc c'est très compliqué d'avoir une sorte de guide avec toutes les ressources pour quand on veut s'installer à la campagne. Je vous encourage évidemment à lire Village, mais bon, ça c'est un petit clin d'œil, mais il n'y a pas... C'est dur à chaque fois que nous, on a essayé de se livrer avec plein d'autres partenaires à cette question des ressources qui émergent là et
et où est-ce qu'on va aller trouver la liste des territoires accueillants? C'est très compliqué, les périmètres changent, les lois changent, on est passé des pays aux communautés de communes élargies, etc., etc. Et donc, je pense que ce qu'on peut peut-être le plus conseiller, en tout cas, c'est bien sûr de lire, de regarder ce qui se fait, de consulter des sites internet qu'on vous met sans arrêt en référence, mais c'est surtout d'y aller via l'espèce de co-living, bien sûr, dont on a entendu le témoignage, mais d'y aller n'importe comment, en louant temporairement une maison en hiver, mais d'aller rencontrer les acteurs, d'aller sur place, de voir si ça répond à la stratégie ou aux besoins du territoire peut-être, et que c'est peut-être pas c'est pas seulement en allant voir des sites internet sur une liste de territoires d'accueil ou d'acheter par correspondance, comme ça se fait en ce moment, sa maison, que c'est la meilleure façon de s'intégrer à un territoire. Je ne sais pas si vous voulez réagir là-dessus, Valérie ou Julien, ou peu importe, ou Philippe. Oui, peut-être un mot rapidement. J'ai tiqué un peu tout à l'heure quand Valérie Jussin me disait qu'il y avait comme s'il y avait une culture qui avait disparu. J'ai l'impression que les pratiques de réciprocité, de don contre don, d'entraide, sont encore assez présentes en milieu rural, et que je dirais même que ça fait partie des pratiques qu'il faut savoir s'approprier, comprendre et intégrer pour pouvoir participer à ça. Et c'est une des difficultés parfois qu'ont les gens qui arrivent de l'extérieur, de comprendre que sans que l'autre qui va filer un coup de main compte forcément tout de suite sur un retour, il attend quand même une forme de reconnaissance à minima, et éventuellement par la suite un coup de main en retour. Et ça génère un cercle assez vertueux. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est pris comme ça dans ces systèmes d'entraide, on intègre petit à petit une forme de communauté aussi, et on se reconnaît, on est reconnu parce que justement, on est digne de confiance. La question de la réputation aussi est très très importante à la campagne, et c'est un espace où on sait à peu près tout sur les uns et les autres. C'est difficile à vivre pour les gens qui quittent l'anonymat de la ville. On s'observe, on se connaît, et c'est important d'ailleurs pour les gens qui sont habitants en milieu rural de pouvoir se reconnaître assez facilement. On observe que quand c'est une première rencontre entre des gens qui ne se connaissent pas et qui habitent le même territoire, c'est quelle relation ils ont en commun. C'est pour ça qu'il y a souvent des conversations qui se résument à « c'est le fils à machin, cousin de truc ». Voilà, c'est comme ça qu'on se reconnaît un peu à la campagne. Et petit à petit, quand les gens sont là depuis plusieurs années, ils finissent par intégrer aussi ce réseau d'interconnaissance. Et c'est un des enjeux, en fait, qui n'est pas tout à fait explicite, qui est présent dans aucune brochure, mais qui est vraiment important à comprendre. Voilà. Du coup, je crois que l'idée de la compétition elle est présente, évidemment. L'homme n'est pas naturellement dans la générosité en permanence, mais par contre, l'entraide, la coopération sont au moins aussi importants que la concurrence et la compétition. Et à la campagne, ces éléments sont importants à prendre en compte. Du coup, comprendre aussi que les nouveaux entrants dans ces milieux ruraux souhaitent venir à plusieurs. Je trouve que ça se comprend aussi assez facilement, et du coup, qu'il y ait comme ça des projets collectifs qui soient assez nombreux, avec la recherche du coup, comme ça d'habiter ou d'entreprendre à plusieurs. Ça semble un réflexe assez normal pour pouvoir atterrir en douceur dans un territoire où on ne connaît pas. Au moins, on vient avec des copains, des gens qu'on connaît. Voilà, ça ne va pas suffire, mais c'est vrai que c'est un atout. Moi aussi, je voulais réagir parce que dans ce qu'on dit sur le fait de venir expérimenter, d'y aller petite touche par petite touche, ça signifie que les personnes sont en effet des personnes qui n'ont pas forcément trop de contraintes, qu'elles soient familiales, salariales, alors qui peuvent être bien sûr en précarité, hein, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas forcément précaires, mais c'est quand même tout le monde ne peut pas se permettre d'y aller par petites
touche et de venir tester pendant 2 mois ce que ça veut dire que de venir s'installer à la campagne. Donc, et on se rend compte aussi que, par exemple, si moi je prends l'exemple de la Normandie ou de Caen, que ça va être, notamment pour ces enjeux aussi de réseau, parce que c'est vrai que c'est important, ça va être des Caennais qui étaient, par exemple, dans l'Orne, sont allés à Caen et puis vont revenir tranquillement dans l'Orne parce qu'ils ont quand même un réseau de sociabilité à cet endroit-là. Donc, je pense qu'il faut aussi qu'on soit vigilant à ça, à pas se dire que c'est possible pour tout le monde, quoi. C'est vrai que le fait ça prend de toute façon du temps, mais l'enjeu justement d'avoir des projets collectifs, c'est que ça permet d'arriver avec déjà une forme de sociabilité à plusieurs, de se rassurer les uns les autres, si à un moment il faut tout plaquer. Parce que des fois, c'est aussi ce qui peut se passer. Et je voyais qu'il y avait une question sur les écoles. Et en effet, pour moi, l'enjeu déterminant pour ces installations à la campagne, au-delà de tous les réseaux de sociabilité qui peuvent exister, professionnels, etc., ça reste l'école, parce que c'est aussi des lieux de sociabilité. C'est aussi ça qui fait que les familles vont réussir et venir à s'installer. Et donc, voilà, c'est en effet pas un des sujets de ce soir, mais c'est quelque chose à ne pas oublier. Et simplement, juste on peut aussi imaginer, en tout cas moi je vous fais part de mon témoignage à moi, moi je suis aussi quelqu'un qui vient d'une grande ville et je suis passée par différentes tailles de ville avant d'arriver finalement dans l'Orne, juste à côté du co-living, même si mon emploi reste sur Caen. Mais cette transition, elle peut aussi se faire progressivement parce qu'il est pour pas tout plaquer, pour venir découvrir un territoire, et ben ça veut passer par une ville moyenne, puis une petite ville, puis la campagne. Merci Ophélie. D'ailleurs, il y a des questions d'autres pour vous. Réagir un tout petit peu, Sylvie, moi je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Julien. Je suis désolée qu'on soit mal compris, je suis d'accord avec lui. Quand j'ai dit que les sociétés paysannes avaient disparu, c'est que les paysans avaient disparu dans les années 70 à peu près, mais c'est vrai que je suis tout à fait d'accord. C'est une mémoire anthropologique, donc il y a les restes de cette culture paysanne fondée sur la réciprocité. Ce qui est donné aujourd'hui devra être rendu demain, sinon on est exclu du lien social, par exemple. L'estime publique, je suis d'accord avec Julien aussi, c'est une des aspects fondamentaux. Il y a un respect de l'estime publique, c'est très important. Enfin, il y a tout ça qui existe encore. C'est une mémoire anthropologique très, très tenace. Donc, il y a des règles tacites que peut-être il faudrait qu'on écrive sur comment se comporter socialement quand on est à la campagne. Oui, c'est bien, c'est une bonne idée. On pourrait coécrire un petit Tout à fait. manuel de la bonne pratique sociale pour rencontrer des gens du cru. On va faire un petit tour de table pour ça et puis on le diffusera dans Village. Je pense que ça peut beaucoup plaire et c'est une très, très bonne idée. Merci pour le projet, Valérie. Donc, des questions pour Ophélie sur comment les fondateurs des tiers-lieux se rémunèrent. Alors, on pourrait aussi parler d'ailleurs de l'espèce de co-living d'El Capitan dont on a parlé, mais vous qui avez une vision à la fois nationale et régionale, il y a vous parliez de ces concierges. Des animateurs de tiers-lieux, comment est-ce qu'ils sont rétribués, comment est-ce qu'ils vivent pour pouvoir continuer? Alors, il y a beaucoup de tiers-lieux qui n'émergent pas parce que justement, les porteurs de projets n'arrivent pas à se financer. Donc là, quand on dit qu'il y en a 1800 ou 3000, enfin 1800 peut-être en 2018 et maintenant sûrement 3000, il y en a aussi beaucoup qui n'ont jamais vu le jour parce que ce qui est complexe dans le fait de développer un tiers-lieu, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, pour arriver à trouver un équilibre économique, il faut imaginer plusieurs briques à associer, un espace de coworking, un café-commerce, une salle associative. Du coup, toutes ces briques-là, elles n'arrivent pas forcément en même temps, elles ne se développent pas au même rythme. Et il suffit que vous soyez un porteur de projet privé qui dépend de la réhabilitation d'un lieu, par exemple, et que cette réhabilitation qui devait prendre 1 an en prend 3. Et bien, en effet, vous ne pouvez pas, si vous étiez au chômage pour assurer cette transition, vous n'arriverez pas au bout de la transition. Après, les collectivités, quand c'est des porteurs de projets
issues des collectivités, ou quand c'est les collectivités en direct, elles ont des modèles économiques différents. On peut imaginer, et c'est le cas hein, dans un certain nombre de cas, que c'est la collectivité qui va financer le porteur de projet, soit parce que ça va être en interne, soit parce qu'ils vont créer une association à laquelle va abonder la collectivité. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ensuite, voilà, si on prend notre exemple, on va dire qu'en ce moment, on ne se rémunère pas, hein, alors on se rémunère, on est soutenu par les aides d'État, puisque notre activité a dû fermer. Mais sinon, en temps normal, on va dire que c'est à peu près 50% autour des espaces de coworking, de location événementielle, de salles de réunion, et 50% autour des projets collectifs qu'on mène, que ce soit la programmation culturelle, que ce soit l'animation de réseau ou les actions autour des transitions écologiques et de l'inclusion. Donc ça, c'est notre équilibre à nous. Mais dans d'autres, ça va être 80% de subventions sur des projets ou de subventions sur le fonctionnement du lieu. Et d'autres, ça va être 100% privé parce qu'il va y avoir un investissement immobilier et l'idée derrière d'avoir une forme de valorisation immobilière. Donc, il n'y a pas de réponse prédéterminée à ça. Par contre, ce qui est essentiel et ce sur quoi moi j'insiste beaucoup quand les gens nous sollicitent, c'est la phase de transition, c'est la phase de préfiguration, d'expérimentation. Il faut s'y préparer, ça dure toujours plus longtemps que ce qu'on croit. Donc, il est en effet important, même si on ne sait pas, même s'il ne faut pas que ça limite, hein, même s'il ne faut pas que ça bloque, il faut quand même tout de suite aussi imaginer que cette phase de transition ou de préfiguration, elle peut durer 2 fois plus longtemps que ce qu'on imagine. Ce n'est pas grave, c'est aussi à ce moment-là qu'on consolide, on comprend son territoire, on voit quelles sont les associations ou quelles sont les forces vives sur ce territoire-là pour être en complémentarité et pas en concurrence avec elles. Donc, c'est important là aussi, comme un projet d'installation de vie tout court dans un territoire, de bien comprendre où on arrive, de créer des liens. Et donc, c'est pour ça que c'est aussi nécessaire qu'elles prennent du temps. Mais la façon dont on se rémunère pendant ce temps-là, il faut soit on maintient une activité salariée dans son ancien travail, soit on va réussir à aller demander des financements. Et donc, par exemple, en ce moment, l'Agence nationale de cohésion des territoires, parce que je voyais l'État finance les tiers-lieux. Non, l'État ne finance pas tous les tiers-lieux. Mais en effet, il y a quelques dispositifs qui permettent d'aider à l'émergence de tiers-lieux. À l'échelle de gros territoires, ça s'appelle la Fabrique des territoires. C'est un appel à manifestation d'intérêt qui est en cours. Et par exemple, en région Normandie, la région en tant que telle finance aussi, soutient les tiers-lieux de plusieurs manières, hein, soit On rentrer dans le détail, Ophélie, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas tous spécialisés de la question. Je vous encourage à mettre sur le chat justement les contacts intéressants pour en savoir plus et pour les financements. Il y a des questions aussi, comment on fait pour convaincre les élus, pour financer les tiers-lieux, etc., etc. Je propose qu'effectivement, comme il y aura des ateliers thématiques après, et notamment sur la question des tiers-lieux, que ce soit approfondi après, qu'on vous mette juste pour l'instant les ressources, parce que je vois l'heure qui passe et il y a encore des questions. Et puis, j'aimerais bien que vous redonniez chacun aussi, avant qu'on ne termine cette séquence un peu générale, des conseils justement prioritaires, les plus judicieux pour s'installer quand on a une idée et comment on peut faire. Donc, il y a des demandes, beaucoup qui disent, mais moi, en gros, je n'ai pas de formation, je n'ai pas de formation initiale, je n'ai pas de terre, etc. Mais je voudrais m'installer en milieu rural. Comment je peux faire? Il y a très souvent cette demande-là en disant, mais moi, j'ai rien de tout ça, j'ai pas forcément l'argent pour aller tester effectivement quelques temps, y aller progressivement et tout. Qu'est-ce que vous me conseillez? Je vais passer la parole à Julien pour répondre à cette question. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut se former, même si on n'a pas eu un parcours initial en agriculture? Est-ce que c'est jouable? Comment on fait? Comment on fait? Alors, il y a tellement de situations différentes. Effectivement, quand on est salarié, on peut demander un congé de formation. Déjà, c'est souvent
demander un congé de formation à son entreprise, c'est rester dans l'entreprise, mais bénéficier d'une aide de son entreprise pour avoir une formation. C'est l'idéal, parce qu'on peut toujours, au sortir de la formation, retrouver son job. Voilà, donc il y a des gens qui font ça, il y en a d'autres qui sont freelance et qui à ce moment-là vont délocaliser leur résidence et pour pouvoir continuer à mener de front leur activité à distance. Et puis, alors c'est beaucoup dans les métiers, je sais pas, graphistes ou autres. Certains, parfois, décident de quitter leur entreprise ou l'endroit où ils travaillent parce que vraiment c'est devenu trop insupportable pour eux. Et à ce moment-là, ils vont essayer de négocier de manière à avoir le chômage pour pouvoir, les droits Pôle emploi pour pouvoir prendre du temps pour se former. Les régions accompagnent beaucoup les gens qui se forment dans des besoins professionnels, des métiers identifiés. Donc après, les centres de formation sont assez nombreux et bien représentés partout dans les territoires. Centres de formation pour adultes, là je vous parle depuis une maison familiale rurale, une MFR, avec une diversité de formations qui sont généralement qualifiantes, diplômantes. Voilà, et puis il y a aussi les formations plus, on va dire, il faut déjà aussi goûter au métier, donc aller passer du temps. Donc en agricole, on a le woofing qui permet, avec un conventionnement, d'aller passer du temps sur des fermes, des conventions de stage, voilà, il y a un tas de dispositifs qui existent. Ce qui est important, c'est vérifier que l'idée qu'on a en tête correspond bien, une fois qu'on l'a pratiqué quelques semaines, bien confirme. En fait, il faut confirmer cette idée pour ensuite passer à la phase 2 qui va être plutôt comment j'acquiers les compétences nécessaires et puis aussi comment je finance ce projet nouveau. Voilà, moi je suis vraiment sur ces questions de création d'activités agricoles, donc c'est un peu ces itinéraires que j'observe. Merci Isabelle. Dans le domaine médical, effectivement, moi, j'ai beaucoup entendu ça en parcourant les territoires. Ah oui, mais effectivement, les professionnels de médecine, ils veulent de plus en plus, ils veulent toujours être dans les milieux urbains. On n'arrive pas à les faire venir à la campagne. Vous avez vraiment l'impression que les choses changent parce que, justement, Valérie Jousseau me le disait, il y a un attrait, une volonté de vivre autrement, d'être soucieux de la qualité de vie, de la qualité de l'environnement, de l'espace, que finalement, en s'organisant avec ces pôles de santé collectifs, avec cette possibilité de télémédecine, ça peut être une chance aussi d'avoir une véritable attractivité pour le domaine médical. Je voyais tout à l'heure un participant qui disait « je suis préparateur en pharmacie, mais je vais m'installer boulanger paysan ». C'est quand même dommage parce qu'il y a des vraies possibilités. Oui, comme je disais tout à l'heure, dans les maisons de santé ou pôles de santé, il y a des possibilités de travail en collectif, etc. Et aujourd'hui, le profil, il y a plus de femmes médecins généralistes donc, qui commencent à exercer à partir de 30 ans, donc forcément qui sont dans un âge où elles auront des enfants, etc. Donc vont plutôt chercher à travailler 3-4 jours par semaine plutôt que 7 jours sur 7, de 8h à 20h. Donc tous ces modes d'exercice sont possibles aujourd'hui en campagne, dans des pôles de santé, donc voilà, en campagne comme en ville. Donc c'est pour ça que je dis que c'est pas la campagne et pas rédhibitoire, je pense, par rapport à l'exercice de la médecine générale, etc. Et après, par rapport à l'accès aux soins, donc là où on a plus de difficultés, ça va être tout ce qu'on appelle le second recours, tout ce qui est plutôt spécialité, etc. C'est vrai que là, pour le coup, on a des vrais sujets en milieu rural, tout ce qui est les professions type cardiologue, etc., qui restent plutôt dans les grandes villes. Mais là, avec la télémédecine, on voit que ça peut évoluer. Vous pouvez être accompagné aujourd'hui votre médecin généraliste ou d'une infirmière et consulter en télémédecine un professeur au CHU, etc. Donc, et à la limite, on peut même améliorer la qualité de soins avec... Pardon, je ne suis pas médecin, mais c'est mon Faire une regard. prise en charge plus précoce, par exemple. Voilà. C'est différent, je pense que, moi, de mon œil extérieur, je suis
À la base, j'ai fait des études de géographie et d'urbanisme, donc pas du tout dans le domaine de la santé, mais en tant que aussi citoyenne, etc., je pense qu'on peut gagner aussi, même en qualité, aujourd'hui, avec tout ce mode d'exercice partagé, ce travail en équipe, voilà quoi, plutôt qu'à la limite d'être dans des consultations à la file où on voit le médecin 5 minutes, voilà, qui voit 50 personnes par jour, quoi. Merci Isabelle, je vous encourage à mettre le lien sur le petit film que vous avez fait sur le PSLA de Villedieu-les-Poêles, qu'on ne va pas regarder là puisque ça ne s'y prête pas, mais vous Là, mettrez le lien, c'est intéressant pour qu'on se rende compte physiquement à quoi ça ressemble ces lieux. Pareil hein, pour les tiers-lieux, s'il y a des vidéos possibles à faire circuler d'un tiers-lieu en milieu rural, je pense que c'est intéressant pour tous ceux Et qui… là, justement, pour compléter sur le film, je vais laisser le lien. Là, c'est une jeune femme médecin qui est à Villedieu-les-Poêles, qui habite à Villers-Bocage, qui enseigne à la fac de Caen, qui fait de la télémédecine, etc. Donc là, ça montre bien qu'en fait, ce n'est pas parce qu'on est médecin ou professionnel de santé qu'on va aller s'installer en milieu rural qu'on va être coupé du monde. Au contraire, là, pour le coup… Oui, c'est intéressant de voir en image. D'ailleurs, il y a des participants qui disent qu'est-ce que ce serait bien si on pouvait le voir en vrai. On parle réseau, on parle lien. On dit qu'effectivement, c'est la condition pour demain, pour s'en sortir face à cette situation actuelle que nous vivons, est vraiment difficile. Et puis, en même temps, on est tous séparés les uns des autres. Heureusement, merci Yazoum et cette rencontre, mais ça ne remplace pas la qualité présente quand même de chacun d'entre nous autour d'un café, même pour prolonger, ou d'un verre de cidre pour prolonger la séquence. Mais bon, je voudrais qu'on fasse un dernier tour de table parce qu'il est déjà, il reste à peu près une petite vingtaine de minutes avant 20 h. On a dit à 20 h, c'est terminé. Il y aura d'autres rencontres. Je laisserai Aline les représenter tout à l'heure. Mais un petit tour de table sur c'est quoi le meilleur conseil que vous donneriez à ceux qui sont candidats au départ et qui sont ici participants à cette séquence, sachant que parmi les participants, j'ai repéré, il y a des structures associatives qui accompagnent des projets. J'ai vu les familles rurales passer. Il y a des élus ruraux, il y a des acteurs ruraux qui veulent savoir comment effectivement ils peuvent mieux accompagner l'arrivée de nouveaux habitants sur leur territoire. Et je les remercie d'être là. Ça permet de faire des liens, rendez-vous, etc. On voit qu'il se passe des choses à côté de notre débat qui se construisent. Mais quels conseils vous pourriez donner en résumé? Je vous avais dit que je vous poserais la question pour terminer cette séquence. Et quelle attention, on en a parlé déjà un peu, hein, l'humidité, etc., de prendre la température du territoire, d'y aller progressivement, mais quelques enseignements un peu clés qui résumeraient les propos, et peut-être aussi des ressources un peu clés aussi si vous en avez à citer et qui pourront être affichées sur le chat. Je vais commencer, je sais pas, Julien, parce que c'est l'homme de la soirée. Ah bah, Julien est parti, on lui a fait peur. Ah ben voilà, on a perdu Julien. Bon, voilà, on lui a fait peur, il y a trop de femmes autour de la table. Ophélie, des conseils pour ceux qui veulent s'installer, qui veulent partir, comment on peut prendre les choses, ou une recommandation, un enseignement de par ce que vous avez vécu au fil de vos installations successives dans un territoire de plus en plus rural. Eh bien, ce qui est certain, c'est qu'il y a plein de choses qui se passent en zone rurale, à la campagne. Donc, c'est être très vigilant aux structures déjà existantes. Et c'est la même chose quand on monte un tiers-lieu, hein. On ne le monte pas de toutes pièces et hors sol. Donc, il est absolument indispensable de voir quelles sont les associations qui existent, de voir les structures sportives, d'aller voir les élus, puisque ce sont eux qui connaissent très souvent le mieux leur territoire et qui vont vous accueillir, qui peuvent vous en parler le mieux. Et donc, voilà, on en a déjà pas mal parlé, hein, mais on peut très vite sortir de l'isolement ou de la peur de cet isolement à la campagne, parce qu'il y a beaucoup de structures qui existent, mais il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur d'y aller, il faut aller les rencontrer. Et en effet, ces lieux, que ce soit des associations culturelles, que ce soit des tiers-lieux, que ce soit le café du coin, sont des lieux d'échange, sont des lieux de sociabilité, et c'est vraiment en effet indispensable quand on décide de s'installer à la campagne. Donc, j'ai l'impression de redire ce qui s'est un petit peu dit, mais c'est vraiment le déterminant essentiel pour moi.
Merci. J'ai donné la parole à Julien qui s'était absenté tout à l'heure, mais dans mon oreillette, on me dit: «Ça y est, Julien est revenu». Donc on va lui laisser la parole pour un résumé, hein, des 2-3 peut-être conseils essentiels ou contacts essentiels, quand on veut, s'installer dans un territoire rural. Euh, Tout à l'heure, on a parlé du parcours qui mène à la création d'activités, donc passer d'une idée à un projet en allant creuser un petit peu cette idée. Ensuite, prendre le temps, faire des allers-retours, découvrir un petit peu un ou plusieurs territoires et s'appuyer, si possible, sur une connaissance, même aussi vague soit-elle. Ça peut être un copain de copain de copain, une première entrée qui va nous permettre d'entrer en contact, d'entrer en relation avec des gens qui habitent déjà le territoire et qui vont pouvoir donner des informations assez précieuses sur les endroits où il fait bon vivre, parce que même à l'échelle d'une communauté de communes, eh bien, c'est pas pareil si on s'installe à tel ou tel endroit, ou alors c'est vrai que quand on a des enfants, on va tout de suite s'intéresser à la question de l'école, à la réputation de l'école, où est-ce que ça se passe bien, etc. Voilà, et c'est bien de pouvoir. Alors c'est sûr que quand on s'adresse, on a la possibilité de s'adresser à la mairie, mais déjà on est plus ou moins bien reçu. Et puis on va être là dans une relation plutôt froide. Il faut essayer de trouver une manière d'avoir une relation un peu plus chaude, un peu plus chaleureuse avec quelqu'un qui va donner des informations véritables, senties, vécues. Et pour ça, s'appuyer même sur une vague connaissance, ça suffit, ça fait un point d'entrée dans un territoire. Et voilà, quand on prospecte, c'est bien de pouvoir s'appuyer sur un ou plusieurs de ces points d'entrée. Merci, Julien, Isabelle. Donc, je rejoins forcément tout ce qui s'est dit et c'est aussi l'occasion de parler du site internet Medinstall que la région a développé en partenariat avec les professionnels de santé, l'ARS, l'assurance maladie, etc. Et du coup, sur ce site, ce qui est intéressant pour des professionnels de santé ou voire d'autres professions qui voudraient s'installer, c'est que on a identifié près de 200 pôles de santé, mais aussi vous avez des onglets sur l'état de santé de la population. Donc, avant de venir s'installer sur un territoire, donc que vous ne connaissez pas, c'est intéressant de voir que ce soit une infirmière, un kiné, un médecin ou un pharmacien, déjà de voir en termes de démographie médicale qu'il y a, etc. Vous avez aussi des données sur l'état de santé de la population. On ne va pas retrouver forcément les mêmes pathologies ou ne serait-ce qu'en fonction de l'âge de la population, etc. Vous n'allez pas forcément avoir la même patientèle derrière qu'en ville. Donc tout ça, c'est des informations que vous pouvez trouver sur le site Medinstall. Et derrière, sur chaque pôle de santé, on a identifié des liens. Donc là, c'est vraiment une plateforme où on identifie des liens vers le territoire, vers le PCI, donc la communauté de communes, la communauté d'agglo, mais également vers la commune. Vous avez aussi les liens vers les aides, parce qu'il faut savoir que quand vous êtes professionnel de santé et vous venez vous installer, il y a énormément d'aides et c'est très, très compliqué. Hein. Ça va de la zone franche urbaine aux aides de l'assurance maladie, aux aides des collectivités, etc. Et donc là, le site Medinstall, c'est quand vous pointez un pôle de santé dans une commune, vous avez toutes les aides qui s'offrent à vous dans cette commune-là. Il y a également les aides des kinés. Par exemple, la région Normandie rembourse les études de kiné pour des kinés qui viendraient s'installer en libéral en zone sous-dense. Donc ça, c'est des informations et ça, il y en a des fois sur différentes professions. Il y a des sujets sur les dentistes, etc. Donc bon, ça peut être difficilement compréhensible et c'était un peu le but de ce site internet, d'essayer de regrouper, de faire un petit peu une sorte de bon coin de la santé en Normandie et de faire quelque chose aussi de vivant. Donc on essaie de mettre à jour avec les partenaires et les collectivités au fur et à mesure pour Merci. avoir la bonne information. C'est quasiment c'est presque une innovation nationale, hein, je crois, ce site. Il n'y a pas l'équivalent d'ailleurs hein, dans d'autres régions avec. Parce qu'en fait, voilà, et je pense que l'historique collectivité, ARS, professionnels de santé, qui date de 2005-2006, enfin, qui date de l'ex-Basse-Normandie, il est assez riche et en fait, c'est un peu
ça a permis de construire ce site parce que c'est des mondes à la base qui sont assez différents. Et en fait, ce site, c'est un peu le fruit de tout ça parce qu'on a appris à se parler, à se connaître, etc. Donc, du coup, comment dire, enfin voilà, et ce site aujourd'hui, on l'alimente tous. Et ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est d'avoir ce type de partenariat qui est et sa complexité, en fait, c'est de le mettre à jour, de tenir compte, etc. Et nous, la région, on pilote ça pour le compte des autres. Et on l'alimente et on a un poste qui anime le site en région. Qu'on va recommander à chacun de ceux qui sont intéressés effectivement par une installation dans le domaine médical. Merci beaucoup. Valérie, vous avez jalonné toute cette soirée un peu grand témoin aussi voilà, sur toutes les questions qu'on a abordées. Qu'est-ce qu'on peut dire pour terminer à la fois, il y avait des agriculteurs qui disaient, il y a des possibilités de céder, on cherche des repreneurs, merci d'être là, il y a des possibilités d'installation, des élus, des partants en grand nombre, bien sûr, puisque c'était l'objet de la soirée. Quel message essentiel vous voulez faire passer? Moi, je n'ai pas de compétences super opérationnelles, mais moi, je dirais que d'un point de vue général, de mon point de vue, le conseil, l'idée que j'en tire, c'est vraiment d'avoir conscience que l'avenir est à vous, est à nous, et que finalement, dans les campagnes, et les mouvements de retour à la campagne font partie du grand chaudron de la reconstruction de notre société, en fait. Et je vous encourage à lire la deuxième partie du livre de Guillaume Faburel. Ce bouquin s'appelle Les métropoles barbares. Sa deuxième partie, ça s'appelle Les passions joyeuses de la désurbanisation. C'est intéressant. Et puis, personnellement, j'ai eu une habilitation à diriger des recherches qui va être publiée. Ça s'appelle Plough Pride, récit pour les campagnes. Je vais vous mettre le lien du mémoire universitaire à télécharger à côté. Mais je pense que moi, le message général, j'aurais à dire, c'est d'avoir une éthique à soi, de l'humilité, d'essayer de reconstruire une société du lien à soi, du lien aux autres, en faisant village, en faisant société, parce que le village, finalement, c'est une micro-société, mais aussi du lien au monde, à la nature, la faune, la flore, le monde qui nous entoure. Au vivant, quoi, au vivant dans son ensemble. Et je pense qu'il faut vraiment avoir la foi qu'on est en train de reconstruire quelque chose de nouveau, même si c'est le démarrage, même si c'est dur, même si c'est une sorte d'accouchement qui est peut-être pas arrivé encore à son terme. Mais moi, je pense qu'il faut garder cet enthousiasme-là, cette passion joyeuse. Merci, ça peut paraître à contre-courant hein, de ce qu'on voit partout, mais finalement, dans cette passion joyeuse, on peut peut-être, si ce n'est soulever des montagnes, au moins garder le beau de l'avenir du monde, peut-être une fenêtre ouverte, en tout cas joyeuse sur le monde. Merci beaucoup de votre participation très active. Alors vraiment parmi les participants qui ont été posés des questions, échangé des adresses, et puis les organisateurs qui n'ont pas arrêté de redonner des liens, de répondre, etc. Merci à tous, merci à vous tous intervenants de vous être mobilisés pendant ces 2 heures, en 18h, 20h, là, pour cette séquence, pour répondre à quelques interrogations. On n'aura bien sûr pas tout fait, mais il y a d'autres rendez-vous. Et c'est pour ça que je vais laisser la parole pour terminer à Aline Massy pour nous redonner les rendez-vous de la suite de toute cette organisation. Merci beaucoup encore pour cette très, très belle soirée. Vous étiez très nombreux, à chaque fois presque plus d'une centaine. Merci encore. Aline, un petit mot pour terminer. Alors, pour préciser, donc, dans le cadre de ce cycle, l'appel de la campagne, les prochains rendez-vous, en fait, on va fonctionner un peu comme sur Passerelle Normandie par thématique. Donc, la semaine prochaine, on aura un témoignage sur le compte Instagram de la Fondation Good Planet d'une porteuse installée dans une ferme mutualisée en bio. Donc, vous pourrez lui poser vos questions. Et la semaine d'après, donc le 3 décembre, il y aura une rencontre en ligne, un peu comme sur le format de ce soir, mais sur l'agriculture avec des porteurs, des accompagnateurs qui pourront répondre plus concrètement à vos questions si vous avez des envies de lancer des projets agricoles. Et les semaines d'après seront sur les tiers-lieux sur le même schéma, en janvier sur la santé. Et on reprendra des sessions en présentiel si on le peut
en février 2021 des sessions à la campagne dans le cadre du projet Passerelle Normandie sur l'agriculture et les tiers-lieux pour continuer les projets, aller voir ce qui se passe dans les territoires ruraux. Donc voilà, donc, il y aura toutes les informations sur le site de Passerelle et les réseaux. Et voilà, merci beaucoup pour ce soir à tous les intervenants, à Sylvie pour la modération, à Ségolène pour le chat et à Sarah de la Fondation Good Planet et à tout le monde pour cette première belle conférence. Merci Simon. Joyeux, bonne soirée à tous et puis à bientôt.